Bonjour tout le monde, et merci de votre présence. Donc nous allons démarrer euh, ce webinaire du lancement du nouveau GT de la SFGP sur l'intégration des procédés pour une économie circulaire et pour la valorisation des sous-produits. C'est un webinaire le premier d'une série d'au moins 4 webinaires d'après le programme que j'ai vu d'ici la fin de l'année civile. Et avant de vous parler un peu plus de la SFGP et d'entamer les présentations, je vais laisser les animateurs de ce GT dire quelques mots. Bonjour à tous. Je suis Nabil Grimé, professeur à l'Université technologique de Compiègne, et je co-anime ce GT avec Patrick Martin, de l'Université d'Artois. Effectivement, c'est un premier GT de lancement, qui s'intègre dans le pôle traitement et valorisation. Nous avons envisagé un premier webinaire, avec 4 interventions. Sachant que dans le cadre de ce GT, nous avons une feuille de route qui est en cours de préparation. S'il y a des personnes qui s'intéressent à ce type de GT, donc en lien avec la valorisation, l'économie circulaire, donc ils sont les bienvenus. Ils peuvent contacter Patrick Martin pour intégrer justement ce pôle. Euh, je tiens également à remercier l'ensemble des intervenants et des participants. Et bon, euh, je pense que je vais, soit Patrick, tu veux rajouter quelque chose, ou bien on donnera la parole à Nicolas, qui présentera la Société française de génie des procédés, et également qui fera une intervention sur le livre blanc de la SFGP, en lien avec l'ingénierie circulaire. Donc, Patrick. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Merci de vous accueillir dans ce webinaire de lancement, comme vient de le dire mon collègue et co-animateur du groupe, Nabil. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter et en conclusion de cette matinée, on vous fera part de la suite des actions à venir. Voilà. Oui, merci Patrick. Et donc, juste une question de pratique. Donc, les participants ne peuvent pas poser de questions à l'oral, mais par contre, ils peuvent écrire via soit le chat ou bien les questions-réponses. Donc, il y a l'onglet au niveau de Zoom. Et je me chargerai, ou bien Patrick, de poser la question aux intervenants. Bon, Nicolas. Voilà, j'espère que vous voyez bien mes diapositives à l'écran. Euh, Normalement, on a fait les Oui. essais, ça devrait marcher. Donc voilà, donc je vais commencer à vous parler un peu de ce livre blanc sur l'ingénierie circulaire qu'on a produit à la Société française de génie des procédés. Avant, quelques mots sur la SFGP. Donc la SFGP est une société savante disciplinaire qui concerne la discipline du génie des procédés avec à peu près 500 membres et un équilibre entre des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des industriels, avec là aussi une spécificité de cette société savante, c'est que le conseil d'administration est paritaire en termes de représentation, de représentants industriels et académiques, et que la société est toujours, depuis sa création en 1980, si je me rappelle bien, présidé par un industriel, et actuellement c'est François Nicole de Veolia qui assume la présidence de la CFGP avec, vous voyez ici, un grand nombre de partenaires et d'industriels et une structuration sur 5 sections régionales pour les différents acteurs de la SFGP. Donc le but de la SGP, c'est bien sûr de contribuer à la réflexion nationale sur les grands défis, de faire bénéficier à la communauté un réseau d'experts et d'être un lieu d'échange et de réflexion pour tous les experts de génie des procédés, donc avec des journées scientifiques, des journées débats, des prix de thèse, des symposiums, des webinaires. Donc on a lancé depuis la crise Covid un certain nombre de webinaires, de Zoom de la SFGP, et là on est sur une série de ces webinaires et bien sûr notre congrès biannuel. Donc on a travaillé sur
un certain nombre de faits, on a contribué à un certain nombre d'outils, un certain nombre de livrables, notamment autour des assises du génie des procédés, et ensuite de certains livres blancs, d'une part pour faire des points sur le génie des procédés en France. On va réactualiser ce livre blanc qu'on avait fait il y a 5 ans ou 6 ans pour le mettre à jour. On a travaillé sur l'usine du futur pour les industries, on a travaillé aussi sur la problématique d'ingénierie circulaire, procédés et chimie pour une ingénierie durable. Donc voilà, l'animation scientifique, on l'a fait aussi au niveau européen, puisque la SFGP est membre de l'European Federation of Chemical Engineering, donc avec des animations partagées, une activité forte. Et je rappelle que notre prochain congrès se déroulera en octobre 2026 à Clermont-Ferrand. Donc on vient de réorganiser la structuration scientifique et l'animation scientifique de la SFGP. Donc je vous présente un peu la marguerite qui a été arrêtée cette année. Il y a eu un travail presque de 2 ans de réflexion à l'intérieur de l'association pour arriver à présenter un peu cette marguerite où on retrouve tous les défis industriels et sociétés actuels qui nous intéresse et qui intéresse bien sûr la société, sur les transitions énergétiques, les conversions, sur l'environnement, sur l'ingénierie, sur les usines du futur. Et autour de ça, on a mis en place un certain nombre de pôles thématiques, hein, vous voyez, des pôles fondamentaux, bioréacteurs, séparation, solide divisé, un certain nombre de pôles qui existent. Et dans ces pôles, il y aura des GT, des groupes de travail, donc des anciens et des nouveaux. Et vous voyez qu'il y a un pôle qui s'appelle traitement et valorisation. Et dans ce pôle, il y a déjà 2 nouveaux GT qui se sont mis en place. Un qui s'appelle intégration des procédés pour économie circulaire et valorisation des sous-produits. Et le second qui s'appelle polluants émergents. Et donc là, on est dans l'activité de ce premier GT et de cette nouvelle dynamique. Et là, on est très heureux aussi de voir des nouvelles personnes s'impliquer dans l'animation de la SFGP et notamment des jeunes collègues. Voilà, donc si je reprends alors, le livre blanc sur l'économie circulaire, je ne le retrouve pas. Ok. La première chose qu'on a fait au niveau de ce livre blanc sur l'économie circulaire, on a essayé de faire un état des lieux des acteurs de l'économie circulaire. Et ici, on va retrouver effectivement un certain nombre d'acteurs. Et on voit qu'en France et en Europe, il y a déjà une organisation, que ce soit une organisation avec des associations, des sociétés. Hein, vous avez l'association, vous avez la FEDEREC, vous avez l'Institut national de l'économie circulaire. Ensuite, vous avez des financeurs, hein, type France 2030, ou des agences comme ADEME, et encore des sociétés qui sont en charge notamment de gérer les déchets urbains, telles que la société à mission Citeo. Et puis bien sûr, on a des actions européennes, notamment au niveau du Green Deal, de H2020, qui doivent permettre de financer un certain nombre de projets de réalisation. Donc de ce côté-là, on voit qu'il y a une structuration qui existe, hein, qui est plutôt récente, parce que si on regarde le contexte européen, le plan d'action économie circulaire date de 2015 avec un plan avec 54 mesures et ça aboutit en 2019 au pacte vert européen, le Green Deal qui notamment demande aux États d'arriver à une neutralité carbone d'ici 2050 et ce pacte vert a permis d'établir un nouveau plan d'action sur l'économie circulaire en 2020, avec bien sûr des directives, des révisions de directives sur les conceptions, sur les piles, sur un certain nombre de sujets. Au niveau national, on a eu en 2015 une loi de transition énergétique. Ensuite, on a abouti à une feuille de route en 2018 sur la feuille de route économie circulaire pour en 2020 arriver à la stratégie nationale bas carbone et enfin la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui date de 2025 avec quand même des actions fortes à l'intérieur de cette loi, notamment pour réduire l'impact sur les ressources et la circularité au maximum. Donc si on regarde un peu le génie des procédés et l'économie circulaire, on a essayé de replacer un peu sur cette présentation de l'économie circulaire autour de ces 7 piliers qui sont approvisionnement durable, éco-conception, recyclage, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité,
consommation est responsable, ou est-ce que nous intervenions d'un point de vue disciplinaire sur ces axes-là? Et on a placé un peu des endroits et on va retrouver un certain nombre de zones de nos actions qui s'intéressent à ces problématiques d'économie circulaire, que ce soit sur les solides divisés, que ce soit sur les procédés, qu'ils soient bio, que ce soit sur les produits, que ce soit sur l'intégration, que ce soit sur l'élaboration des matériaux. Donc vous voyez que sur un certain nombre de piliers, on va retrouver un peu une action d'économie circulaire. Alors sachant que nous, on est une science pour l'ingénieur ou une science de l'ingénieur, donc on considère que notre approche est pas une approche qui va couvrir tous les champs de l'économie circulaire, mais qui va en couvrir une partie, et notamment par rapport à nos paradigmes, par rapport à la manière dont on aborde les sujets dans notre discipline, notamment par des approches systémiques, multi-échelles, multifactorielles, multicinétiques, et comment on peut développer ça. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a plutôt inscrit notre travail, et on l'a plutôt nommé l'ingénierie circulaire au service de l'économie circulaire. Donc on est une partie centrale, mais on est une partie de l'économie circulaire, et on voit que là-dessus, on va retrouver là aussi, notamment en recherchant sur un certain nombre de mots-clés sur la toile, on va retrouver un certain nombre d'associations sur l'économie circulaire, et on va retrouver notamment cette notion de circular engineering, donc d'ingénierie circulaire qu'on souhaite porter et développer en France. Donc on a travaillé pendant 2 ans sur cette notion, sur cet concept, pour aboutir à un livre blanc, qui est paru en mai 2024, et depuis ce livre blanc, on a fait paraître aussi 2 résumés de ce livre blanc, et aussi un résumé en français et un résumé en anglais, et tous ces livres blancs sont bien sûr téléchargeables en libre accès sur le site de la SFGP. Donc l'écologie, notre travail d'ingénierie circulaire repose beaucoup sur la notion d'écologie industrielle et territoriale. Je vous rappelle que c'est un des 7 piliers de l'économie circulaire, avec la règle des 5 R: refuser, réduire, réutiliser, recycler, rendre la terre, afin de minimiser la production et l'impact de nos déchets, et que l'écologie industrielle prend en compte les flux de matière et d'énergie. Et là, on voit que quand on parle de flux de matière et d'énergie, on est exactement dans la définition du génie des procédés. Donc, dans ce qu'on fait, dans le cœur un peu de notre métier, avec l'objectif d'utiliser tous les flux, avec des exemples notamment européens, avec la ville de Cannonburg, qui est un exemple de symbiose industrielle. Donc l'écologie industrielle, et on en parle beaucoup à une époque de réindustrialisation des territoires, et on aura un exemple aujourd'hui sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille, le territoire de Fos, avec Nicolas Matt, et le problème de notamment comment on travaille sur les relations entre humains et industriels. Donc on a de nombreuses technologies, et là aussi on retrouve des mots-clés qui nous parlent: technologie biologique, valorisation des beaux déchets, déchets alimentaires, compostage, méthanisation, incinération, gasification. On parle de procédés de valorisation des biodéchets à concevoir et à dimensionner, et on parle aussi d'outils d'aide à la décision pour le choix des différents scénarios de gestion de la matière organique sur un territoire. Donc le premier constat qu'on a pu faire, on a fait un constat du côté des acteurs académiques et des acteurs industriels, c'est qu'on a déjà noté, et c'était il y a plus de 2 ans, une activité des acteurs économiques et industriels assez forte dans le domaine de l'ingénierie circulaire. Donc avec de nombreux projets, qui étaient marqués par une très très forte interdisciplinarité, par une approche transverse des activités, et par, là aussi, comme je disais au début, une considération, une approche systémique, que ce soit des territoires ou des écosystèmes industriels. Ces projets avec des sources de financement assez variées, que ce soit des financements nationaux comme l'ADEME ou l'ANR, mais aussi avec des financements plus locaux, des fonctionnements régionaux, avec des régions qui s'impliquent là aussi fortement sur ces questions de développement industriel et d'économie circulaire, ou encore des financements directs de l'industrie ou d'autres organismes. On a aussi constaté que la plupart des piliers de l'économie circulaire étaient concernés par ces projets portés par des chercheurs académiques de la discipline, et que globalement, par contre, les formations spécifiques restaient encore un peu en retrait. Il y a des développements de master
à certains endroits, mais on est encore assez timide, mais on sent là aussi une dynamique qui se met en place. Du côté industriel, on a remarqué là aussi, au travers des projets qui nous ont été présentés par nos partenaires industriels, que l'écologie industrielle et territoriale commençait à être une réalité en France, avec la mise en place notamment essentiellement pour l'instant de stratégies sur la gestion des déchets, mais on commence à aller un peu plus loin sur la récupération des ressources métalliques, sur la réutilisation des eaux usées traitées, qui est un sujet qui a vraiment démarré après la grande sécheresse de 2022 et le plan eau de l'État, avec le recyclage et le cycle de vie des plastiques, l'utilisation des bioressources, les décarbonations et les stockages. Donc là, il y a un certain nombre de projets, de démonstrateurs qui ont été mis en place à l'échelle nationale en France. Et si je peux en citer qu'un, il y en a beaucoup d'autres, vous retrouverez dans le livre blanc les exemples industriels, celui très intéressant de la Refactory porté par le groupe Renault sur un site emblématique de production de Flins, hein, où en fait la première usine européenne d'économie circulaire a été mise en place, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de partenaires et qui ne sont pas que des partenaires classiques d'un groupe automobile, puisque vous allez retrouver notamment Veolia, EDF et d'autres partenaires qui vont travailler sur tout le cycle, et là aussi avec une approche très intéressante, notamment sur le développement des compétences, comment on fait pour former des personnels, hein, de tout niveau qui puissent être adaptés à travailler sur un cycle où on va travailler. Donc là aussi, il n'y a pas que le partage des utilités, le partage des ressources, le partage de l'énergie. Donc on réfléchit là aussi sur un partage aussi de compétences, hein, sur un site où il y aura plus de 2000 personnes qui vont travailler sur ces boucles-là. Donc là, on voit là aussi une réalisation importante, et je dis, il y a aussi d'autres exemples. En termes de méthodologie, la plus scientifique, on a pu aussi noter les apports que pouvait notamment avoir Process System Engineering pour le dimensionnement, pour le nouveau dimensionnement, pour arriver à des procédés qui soient dès le départ le mieux conçus. Comment on apporte notre pierre à l'éco-conception, que ce soit dans la formulation du problème, dans la définition des objectifs, comment on va intégrer dans nos modèles de procédés, dans nos modèles cinétiques, des critères économiques, des critères environnementaux, hein, des critères sociaux aussi. Les critères sociaux, et notamment en termes d'acceptabilité, sont excessivement importants. Et à partir de là, comment on va écrire un modèle et comment on va optimiser le modèle avec soit des observations multi-objectifs, soit de l'optimisation dynamique avec des déterminations de fronde Pareto, comme on peut voir sur la slide, c'est-à-dire la minimum ou les meilleures solutions possibles en fonction des fonctions objectives que l'on aura déterminées auparavant. Hein, là aussi, ces questions nous amènent à nous poser des questions sur l'approvisionnement durable et de voir que effectivement on ne doit pas se concentrer un peu sur que le recyclage, hein, que le recyclage, et notamment parce qu'il faut pouvoir avoir une analyse, que ce soit sur l'émission de CO2, que ce soit sur le gain en énergie, hein, que le recyclage. Et quand on regarde un peu les études qui ont été faites notamment par l'ADEME et FEDEREC en 2017, et qu'on essaye un peu de regrouper un certain nombre de choses, eh ben on s'aperçoit globalement que les filières en France qui ont été le plus développées pour le recyclage et qui ont été mis en place depuis très longtemps avec une acceptabilité sociétale forte, où il y a un engagement fort des gens, notamment autour du verre, du papier, du carton. Si on regarde en termes de bilan en CO2 ou de bilan en énergie, on s'aperçoit que ce ne sont pas forcément les plus convaincantes de ce point de vue-là. Donc ça veut dire que là aussi, ces questions d'analyse systémique doivent quand même permettre de cibler, hein, des filières qui seront peut-être des filières de réemploi ou d'autres filières par rapport à l'utilisation de tous ces matériaux, et on voit notamment tout l'intérêt du recyclage, par contre, des textiles ou de l'aluminium ou d'autres matériaux qui sont assez utilisés. Hein. Et là aussi, on s'est aussi interrogé sur le cycle d'approvisionnement durable en ressources, en recyclage, hein, donc sur la boucle un peu qui va traiter de la récupération de la matière, la préparation de la matière, parce qu'on va travailler avec des nouveaux entrants, ce ne sera plus les mêmes matières premières qui sont
en général des matières premières naturelles. Là, on va travailler plutôt avec des déchets ou des sous-produits. Donc, sur ces problématiques de tri, de broyage, de criblage, de lavage, hein, de procédés d'extraction. Et vous voyez que là aussi, sur cette cycle de, de récupération et de valorisation de la matière, vous voyez que le génie des procédés est assez présent sur toutes ces questions. Et en tout cas, ce sont des domaines où on apporte un certain nombre de choses. Dernier point important, c'est le génie des procédés et bien sûr la stratégie nationale bas carbone. Hein, comment on fait notamment pour contribuer à cette stratégie d'un point de vue industriel, avec l'intérêt d'utiliser de nouveaux entrants, matières et énergie à moindre empreinte environnementale, de travailler sur ces problématiques d'intensification du procédé, parce qu'on voit que le procédé est au cœur des émissions de CO2 de l'industrie, et que c'est l'amélioration et l'intensification du procédé qui permettra de réduire de manière importante les émissions de CO2, pardon. On parlera aussi de captage, de stockage CO2 avec un développement des procédés de valorisation, de conversion, d'introduction de sources d'énergie renouvelables dans les process industriels au niveau de l'électrification et bien sûr tout ce qui est couplage, hein, je vous ai présenté au début, couplage, la simulation des protégés, des procédés, des analyses de cycle de vie, des critères d'éco-conditionnalité et d'acceptabilité sociétale. Donc les grandes conclusions un peu de notre livre blanc, hein, qui permettent un peu d'introduire un peu le débat et toute la série de webinaires que le GT met en place, hein, qui vont se dérouler. Donc, c'est développer, bien sûr, des approches systèmes avec des modèles spécifiques, coupler tout ce qui est analyse de cycle de vie, simulation, gestion des flux de matière, développer des approches interdisciplinaires et notamment de plus en plus l'intégration des sciences humaines et sociales qui sont au cœur de ces questions et notamment en termes d'acceptabilité sociétale, comment on peut réindustrialiser la France en faisant en sorte que les gens soient contents, entre guillemets, d'avoir une usine pas très loin de chez eux. Donc ça, c'est un travail qui est un vrai travail lié aux sciences humaines et sociales et dans lequel nous, on devra apporter des réponses, mais en tout cas, ce seront plutôt là les SHS qui vont porter ces questions-là. Donc développer des procédés flexibles, notamment vis-à-vis des entrants, qui ne sont pas les mêmes, hein, selon qu'on travaille des entrants provenant de ressources naturelles ou de déchets, rechercher des nouvelles données physico-chimiques. Là aussi, il y a tout un travail à faire avec nos collègues de la physique et de la chimie sur ces nouvelles ressources, développer des capteurs spécifiques, notamment pour pouvoir intégrer toutes les questions de l'intelligence artificielle, comment on optimise, déployer des procédés propres, efficaces et sûrs, et puis intégrer, bien sûr, tous les concepts d'ingénierie circulaire au plus tôt, dans les programmes de formation, que ce soit de nos techniciens ou de nos ingénieurs. Voilà, j'ai essayé d'être pas trop long, j'ai essayé de tenir le temps et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Nicolas Roche. Bon, donc maintenant, si vous avez des questions, je rappelle juste pour les participants. Donc, vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole, mais par contre, vous avez la possibilité d'écrire vos questions via l'onglet questions-réponses. Et donc, on se chargera avec Patrick de relayer les questions auprès des intervenants. Donc, une première question de Pascal Gillon. Donc, selon vous, quelles seraient les priorités à mettre en œuvre dans, il faudra activer le micro parce qu'il est coupé. Nicolas, il faudra activer le micro parce qu'on vous entend pas. Oui, voilà, j'essayais juste, mais j'ai du mal à faire deux choses à la fois. Euh, donc les priorités, alors, il n'y a pas définir une priorité, c'est difficile. C'est difficile de dire parce que vous comprenez bien que cette notion d'écologie industrielle, c'est d'abord une problématique territoriale. Donc chaque territoire a ses propres spécificités, chaque territoire a ses propres
contraintes, hein, et donc je pense que les priorités, elles sont d'abord des priorités territoriales. Comment, avec des acteurs d'un territoire, on peut mettre en place des zones, des lieux de concertation, comment sur un territoire, on peut cibler un certain nombre d'objectifs, hein, et ce sont les objectifs territoriaux qui sont prioritaires, et on va voir comment on va contribuer à ces objectifs. Hein. Donc il y a des choses qui démarrent, hein, qui se sont mises en place quand même depuis quelques années. Vous avez à titre d'exemple sur le Grand Paris des choses qui ont été mises. Il y a sur la métropole de Dunkerque, il y a sur la métropole d'Aix-Marseille, on en parlera aujourd'hui. Donc cette approche territoriale et comment on doit répondre à cette approche territoriale, et à partir de là, on met en place des priorités, et on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont aussi des projets de territoire, même des projets académiques. En termes de nous, discipline, on a une priorité forte, et je l'ai dit, qui est quand même sur la formation, comment on intègre au plus tôt ces concepts d'économie circulaire dans la formation, comment on fait prendre en compte à nos étudiants, à nos futurs diplômés, l'intérêt, et comment on s'intègre un peu dans ces questions-là. Moi, je pense que les priorités sont là, mais d'abord, ce sont des priorités territoriales. Merci, Nicolas. Euh, une question qui se pose actuellement, c'est par rapport justement, on voit le développement de l'intelligence artificielle, et donc comment vous voyez la place de l'intelligence artificielle dans cette approche-là globale d'économie circulaire ou bien d'ingénierie circulaire? L'approche L'intelligence artificielle, elle va bien sûr intégrer tous les secteurs de l'économie, et notamment les secteurs industriels. Il n'y a pas de raison. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure un peu d'optimisation dynamique. Donc, le procédé a été une discipline qui déjà depuis plus de 30 ans a travaillé sur l'intégration des méthodes et outils d'optimisation dynamique, bien avant qu'on développe Waze ou pour les portables pour optimiser les GPS. C'est des outils qui ont été développés sur des problématiques complexes. Et on sait très bien que les problématiques de procédés sont complexes, hein, je vous disais, multi-échelles, multicinétiques. On peut avoir des réactions biologiques, des réactions physiques, des réactions chimiques, hein, avec une variabilité des flux entrants, et qu'on arrive à des modèles de plus en plus complexes, de plus en plus complexes. Et qui dit complexité, ben, dit difficulté d'utiliser ces modèles, notamment d'un point de vue opératoire. Et notamment, l'intelligence artificielle va aider beaucoup sur la simplification de l'utilisation des modèles, mais pour le peu qu'on ait des capteurs adaptés, qu'on puisse développer un certain nombre d'outils en lien avec cette intelligence artificielle pour améliorer un peu l'opérabilité et l'efficacité de tous les systèmes. Donc évidemment que l'intelligence artificielle sera au cœur des questions. On le voit bien, on commence à voir des projets, notamment d'optimisation énergétique, hein, basés sur de l'intelligence artificielle, notamment pour réduire et pour augmenter l'efficacité des temps de calcul, hein, sur ces problèmes complexes. Et au fur et à mesure, bien sûr, ces notions seront intégrées, et seront intégrées de manière importante. Après, c'est vrai que ça arrive très très vite, que il faut être capable de pouvoir répondre très très vite. Mais on voit là aussi des projets qui démarrent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a une question de Mathilde Morchand. Donc, avez-vous intégré une réflexion sur la sobriété, donc matière, énergie, eau? Oui, on a commencé à réfléchir notamment sur la question de l'eau, parce qu'il est clair que il y a plusieurs il y a plusieurs piliers, on agit toujours sur plusieurs piliers à la fois, et que si dans des équations complexes, on travaille que sur un seul paramètre, ben souvent on n'arrive pas à des résultats satisfaisants. Et les grands piliers, c'est effectivement d'abord la préservation et la restauration des ressources et des écosystèmes, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la sobriété, comment on fait pour réduire la consommation, comment on fait pour réduire toutes les consommations. La troisième chose, c'est l'efficacité, comment on améliore l'efficacité, comment on va passer de rendement actuel, notamment énergétique, de 20 à 30%, comment on va monter à 50, 60, 70%. Et ensuite, bien sûr, la complémentarité et le recyclage ou le réemploi. Mais effectivement, toutes ces questions doivent être traitées de manière simultanée. Donc, gestion, protection des ressources et des écosystèmes, sobriété, efficacité et complémentarité. Donc, et d'avoir là aussi une approche qui est globale. Très bien. Donc, je vois pas d'autres questions.
Et je vois que l'intervenante suivante, donc elle vient de se connecter. Elle est en train de se connecter. Donc on va lui laisser quelques secondes pour... Donc maintenant, on va passer à la présentation de Madame Ilona Petit de l'Institut national de l'économie circulaire. Bonjour à tous. Alors, vous voyez bien mon écran? Oui, par contre, pas en mode... Oui, je le ouais. passe. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Donc, parfait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Ilona Petit, responsable des études de l'Institut national de l'économie circulaire. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir découvrir le réseau de la Société française du génie des procédés. Donc, je vais vous présenter assez rapidement ce que fait en fait l'INEC et peut-être je vais faire deux petits focus sur des études qu'on mène actuellement et qui, je pense, peuvent être en lien avec vos travaux. Donc, merci en tout cas par avance pour votre écoute. Rapide présentation de l'INEC. Donc, l'INEC, on est une association de loi 1901, donc à but non lucratif. On a été créé maintenant il y a un peu plus de 10 ans par un député à l'époque et on regroupe actuellement entre 150 et 170 membres. Donc alors je vous mettrai après un peu un visuel des quelques membres qu'on peut regrouper, mais on est très large hein, parce qu'on va avoir des petites startups, des très grands groupes, des collectivités territoriales, des acteurs académiques à peu près tous les éco-organismes, des fédérations professionnelles, des cabinets d'avocats, de conseils, donc voilà, très large et vraiment transdisciplinaire parce que vraiment avec des secteurs d'activité assez variés. Et notre but est de vraiment promouvoir et développer un petit peu le concept d'économie circulaire au niveau national, mais aussi, vous le verrez, au niveau européen. Donc on a trois grands axes de projet, je vous les détaillerai après, mais on a un premier pôle études et publications dont je suis responsable. On a un pôle plaidoyer et affaires juridiques publiques et on fait aussi de l'accompagnement de projets et de la mise en œuvre opérationnelle. Donc pour vous donner un peu une idée des adhérents qui constituent actuellement le réseau, bon, vous pouvez reconnaître certains logos, mais vous voyez, c'est vraiment assez large. En tout cas, j'imagine que vous aurez la présentation par la suite, hein, donc je ne vais pas tous vous les présenter à un, ça risque d'être un peu long. Donc comme je vous l'ai dit, on a trois grands axes d'activité. Donc le premier, celui des études et des publications. Donc à ce jour, on a à peu près plus de 60 études et publications qui ont été produites par l'INEC. L'essentiel vraiment de ces publications sont vraiment issues en fait d'un travail qu'on mène avec les adhérents. Il y en a beaucoup qui découlent en fait de GT qu'on peut animer. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples d'études qu'on avait pu mener. Je reviendrai sur les deux premières par la suite, mais on essaye vraiment d'adresser tous les sujets. Voilà, on va avoir des études très filières. Après, on s'est intéressé au changement de comportement, les questions des financements, les collectivités. Donc voilà, assez large et elles sont toutes disponibles sur le site de l'INEC. Donc n'hésitez pas à aller les retrouver. Vous pouvez les consulter librement. On a aussi des publications qui sont plutôt affaires publiques juridiques parce que on en a pas mal sur le décryptage en fait. C'est vrai que maintenant on a beaucoup de textes de loi qui concernent l'économie circulaire. On a une grande loi, la loi AGEC, mais avec beaucoup de décrets d'application. On a les REP, les biodéchets, donc beaucoup de sujets qui sont un peu compliqués pour les collectivités, surtout qui se retrouvent à avoir plein de choses qui arrivent. Donc, pas mal de décryptage et aussi des publications qui découlent un peu de tout ce qui est notre travail de plaidoyer. Donc là, vous pouvez le voir,
On en a publié un, par exemple, à l'époque de la loi Industrie verte. On a souvent une publication lorsqu'on va avoir le projet de loi financement. Donc voilà, c'est assez large. Un troisième pôle, comme je vous ai dit, qui est plutôt mise en œuvre opérationnelle. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Je ne vais pas m'étaler non plus sur le sujet, mais par exemple, on a pu accompagner l'Association des villes et collectivités de l'océan Indien dans la mise en place de leur stratégie économie circulaire. On travaille beaucoup sur la question des achats circulaires et solidaires, parce que pour les métropoles, maintenant, ils ont des obligations réglementaires, donc ça devient un gros sujet. On faisait pas mal de formations économie circulaire dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait Rebond industriel et qui était dirigé par la Caisse des dépôts et la NCTV. On a un gros sujet EIT, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que vous avez Nicolas par la suite qui pourra vous en dire plus. Mais par exemple, on anime le réseau, c'est pour ça que je me suis connectée un peu plus tard. On est aujourd'hui sur la plénière d'un réseau qu'on anime en région PACA sur l'EIT, dont d'ailleurs Picto fait partie. Donc pas mal de sujets d'écologie industrielle et territoriale, un gros projet qu'on mène avec la métropole de Toulouse sur le réemploi des matériaux de construction, donc qui s'appelle le Life Waste to Build, où on essaye vraiment de passer à l'échelle sur ce type de pratique. Donc là, ça concerne vraiment toute la filière du bâtiment. Et on est souvent sollicité par d'autres pays européens et de l'Union européenne pour faire un peu expert sur certains sujets thématiques très précises, où on essaye un peu d'échanger sur les bonnes pratiques et bien sûr, on a pas mal d'interventions auprès d'étudiants ou même dans d'autres cadres pour un peu essayer de diffuser nos travaux et les propositions qu'on peut porter. Comme je vous l'ai dit, nous, on travaille essentiellement, comme vous d'ailleurs, hein, sur des GT, donc on a pas mal de commissions. Jusque-là, on avait une grosse commission construction, parce que c'est vraiment le sujet qu'on a travaillé dernièrement. On a toujours une commission fiscalité, parce qu'on se positionne chaque année sur le PLF. On a eu une commission industrie, donc qui a abouti à une étude et des propositions, pareil, livrables que vous pouvez retrouver commission agricole. Et là, normalement, d'ici fin 2025, on lance une commission sur les infrastructures, euh, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus concerné par la question des ressources. Donc c'est ce qu'on va lancer, aussi une commission outre-mer, parce que c'est souvent des territoires qu'on oublie un peu dans la réglementation et qui pourtant, du fait de leur territorialité, sont très très intéressants d'un point de vue économie circulaire et surtout quantification des flux. Donc voilà un peu pour que vous ayez un ordre d'idée des sujets qu'on travaille actuellement. Peut-être juste un point là-dessus, comme je vous l'ai dit, on a un gros pôle plaidoyer à faire public. Notre grande actualité qu'on porte, c'est la TVA circulaire. On essaye de faire passer dans la loi une TVA réduite qui serait en premier lieu pour les activités de réparation, pour un peu relancer et soutenir les modèles économiques sur des métiers qui sont un peu en perdition. Donc voilà, notre grand sujet plaidoyer que vous verrez peut-être passer quand vous voyez l'INEC, c'est celui de la TVA circulaire, mais bien sûr, on se positionne sur plein d'autres sujets. Et comme je vous l'ai dit aussi, on est également présent au niveau européen. Donc on a des publications qui sont dédiées, on fait pas mal d'échanges à l'étranger et surtout on travaille avec la Commission parce que maintenant, en économie circulaire, beaucoup de réglementations passent par l'échelle européenne. Donc on essaye de travailler en dialogue avec ces institutions-là. J'ai choisi de faire un focus sur deux études qui, je pense, peuvent être en lien particulièrement avec les travaux que vous pourrez mener au sein du GT. Une première étude qui s'appelle Pivoter vers une industrie circulaire et une seconde que je vais vous présenter en premier qui s'appelle Stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources. Cette étude-là, on l'a sortie en 2022 et en fait, elle vient du contexte que on se pose très peu la question des ressources disponibles quand on parle décarbonation. Et il y a un rapport qui est sorti en 2021 de l'AIE qui quand même alertait sur le fait que les énergies renouvelables nécessitaient des métaux qu'on peut appeler critiques et qu'on n'avait pas forcément en grande disponibilité sur tous les territoires, donc qui a un peu lancé le premier message d'alerte.
C'est vrai que depuis 2021, cette question, bon, alors au niveau international, mais aussi européen, on s'en est pas mal saisi. Mais nous, quand on a commencé les travaux sur cette étude-là, c'était pas encore vraiment très creusé. Donc, bon, vous avez quelques exemples des métaux qui peuvent être concernés par enfin, toutes ces nouvelles technologies-là. Et donc, nous, on a vraiment voulu un peu concilier le concept de décarbonation et d'économie circulaire en faisant cette étude et en modélisant en fait les besoins en ressources critiques qui sont nécessaires pour mener la stratégie nationale bas carbone. La SNBC, c'est un texte qui est mis à jour régulièrement par le gouvernement et qui est un peu la feuille de route de décarbonation de la France à horizon 2050. Donc on a vraiment choisi de faire deux scénarios. Un scénario un peu tendanciel où on reste un peu sur les leviers qui sont activés actuellement. Donc on va vraiment sur une augmentation des besoins en ressources critiques, une augmentation des besoins en énergie également, sur une économie circulaire qui commence à être déployée, surtout essentiellement sur les filières de recyclage, mais pas encore à grande échelle, avec une très forte électrification et une politique de rénovation qui n'est pas encore vraiment très très active sur le territoire. Et on a voulu mener un peu un scénario parallèle qu'on a appelé à circularité renforcée, où là, on mise avant tout sur la sobriété, que ça soit en énergie, mais aussi en ressources. On essaye d'activer un petit peu plus les leviers de recyclage et de réemploi, mais également d'autres leviers, bien évidemment, de l'économie circulaire. On essaye de voir comment on peut valoriser peut-être un peu plus la biomasse pour rééquilibrer le mix énergétique sur certains usages. Et bien sûr, on donne la priorité à la rénovation dans le secteur de la construction. Donc, la SNBC, elle adresse vraiment beaucoup, beaucoup de secteurs. Si vous voulez les voir, actuellement, on est dans la mise à jour de la SNBC 3. Donc, c'est vraiment un peu un sujet d'actualité. On a en attente des textes du gouvernement, on a eu seulement le projet. Il y a toutes les filières, hein. Vous allez retrouver la filière industrie, transport, agriculture. Nous, on s'est vraiment concentré sur trois secteurs qui sont l'électrification et l'hydrogène, la valorisation des biomasses et la chaleur, et la construction. Et derrière, on l'a décliné en 15 domaines de décarbonation et en 14 ressources critiques. Alors là, c'est des premiers travaux, bien sûr, on aurait beaucoup, beaucoup de ressources à rajouter à cette liste, notamment la question de l'eau, qui est un peu centrale et qui devient un peu urgente, notamment dans tous ces secteurs-là. Mais donc voilà, sur cette étude-là, on s'est concentré vraiment sur tous ces secteurs-là. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a modélisé un peu à 2050 en prenant deux trajectoires différentes, les besoins en ressources. Ce qui en découle, c'est que si on allait sur notre scénario B, donc qui active beaucoup plus l'économie circulaire, on pourrait diminuer à peu près de moitié les métaux et minéraux importés. Déjà grâce aux efforts de sobriété, mais aussi parce qu'en fait, on créerait sur le territoire un gisement secondaire grâce au réemploi, grâce à la réparation, grâce aux filières de recyclage. On arriverait quand même à diminuer de 44% nos besoins en ressources. Donc là, encore une fois, grâce à la sobriété, mais aussi tous les leviers d'éco-conception, de réduction vraiment des besoins sans toucher vraiment à la sobriété. On a quand même une question de volume de déchets. Alors là, c'est surtout pour la filière construction, mais bon, on pourrait aussi diminuer ces volumes-là, parce que notamment la rénovation, selon les bâtiments et les pratiques de rénovation, nous, on a estimé qu'elle pouvait être 40 à 100 fois moins consommatrice de ressources par rapport à la construction neuve. Et bien sûr, elle produit 10 fois moins de déchets, forcément, grâce à ces pratiques-là. Et surtout, les enseignements, nous, qu'on en a tirés, c'est que les pratiques d'économie circulaire permettraient de renforcer la souveraineté parce que on serait beaucoup moins dépendant sur certaines filières d'importation de métaux, de minéraux, mais aussi d'autres ressources. Et on essaierait un peu de localiser, notamment grâce à la valorisation des biomasses, les sources euh, d'énergie qu'on a sur le territoire. Que la sobriété, bien sûr, est forcément on va devoir passer par là pour avoir des trajectoires soutenables, mais que ce soit globalement dans toutes les politiques publiques, hein. On n'est pas seulement que sur la SNBC, hein. Cette logique peut être dupliquée à pas mal de stratégies.
Et surtout que l'économie circulaire va être un des piliers de la réindustrialisation. On le voit actuellement, on a beaucoup d'entreprises qui sont en train de s'implanter en France sur le recyclage des aimants permanents, des batteries de véhicules électriques. Donc ça va être des emplois qui vont se relocaliser en France, qui vont entraîner cette réindustrialisation. Et surtout, c'est des emplois qui sont non délocalisables sur le territoire grâce à ces nouvelles activités qu'on déploie sur le territoire. Je vous ai résumé une étude qui fait 170 pages en 5 minutes, je pense, donc forcément, c'était assez rapide. En tout cas, c'est une étude que vous pouvez retrouver encore une fois sur le site de l'INEC. C'est une étude qu'on a mise à jour en 2024, parce que forcément, entre-temps, on a des données qui ont évolué, on a des technologies aussi qui ont apparu. Donc, vous avez les liens de tous ces documents-là qu'on a créés. Et c'est des sujets qu'on continue là à creuser, notamment en essayant d'intégrer des nouveaux secteurs, l'industrie, le transport, l'agriculture, notamment, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de cette révision enfin, la publication de la SNBC 3. Et on aimerait aussi rajouter la ressource de l'eau qui nous semble assez importante lorsqu'on veut un peu quantifier la faisabilité de ces trajectoires-là. Une autre étude aussi assez rapidement que je voulais vous présenter. Alors c'est une étude qu'on a sortie maintenant il y a quelques années, parce qu'on l'a sortie en 2021, qui s'appelle Pivoter vers l'industrie circulaire. C'est une étude qu'on a menée avec OPO, qui est un cabinet, et qui avait pour but un peu d'interroger pas mal d'industries, d'entreprises, parce que je crois qu'on a mené plus de 50 entretiens, pour un peu identifier quels étaient les modèles qu'on retrouvait souvent dans l'industrie circulaire, les freins et les leviers bien évidemment, et puis les différentes démarches qu'on peut avoir entre si on est un gros groupe historique, si on est une petite start-up qu'on appelle pure player dans l'industrie, sur quel levier on peut activer, quel type de transformation on peut mettre en place pour aller vers une industrie plus circulaire. Alors là, j'ai choisi de vous faire des focus que sur les modèles qui en découlent et certaines implications que ça peut avoir. Cette étude-là est disponible entre-temps, elle a été éditée, donc en livre que vous pouvez retrouver aux éditions d'Uno, donc elle a été un peu mise à jour. Et ça aussi, c'est une étude qu'on aimerait réactualiser avec des nouveaux modèles économiques, d'autres exemples, donc dans les prochaines années, parce qu'on pense que c'est des sujets qui vont devenir de plus en plus importants. Donc, voilà, je vais vous présenter sûrement des modèles qui vont vous parler, hein, parce que il y a rien d'inconnu, on va dire, dans les modèles qu'on a pu identifier. On en a identifié 6, 5 qui sont plutôt concentrés sur l'allongement du cycle d'utilisation de la matière, et un qui est un peu à part, parce que là, on est plutôt sur le traitement des externalités que peut engendrer l'activité industrielle. Donc le premier modèle serait plutôt axé sur la durabilité des ressources, la matière vraiment. Donc là, c'est toutes les questions d'approvisionnement durable, de conception du produit. Donc tous ces choix-là qu'on peut faire un peu en repensant, généralement avec l'outil d'analyse de cycle de vie, mais en repensant un peu le produit et la manière de le concevoir. Les deux modèles par la suite sont plutôt sur l'utilisation du produit. Alors, on va voir tout ce qui est extension de la durée de vie du produit, le rendre plus réparable, euh, mieux le concevoir, donc vraiment penser cette durée de vie-là. Et après, on a ce qu'on appelle la vente d'usage. On appelle aussi ça l'économie de la fonctionnalité, ça a plusieurs noms. Mais là, on essaye de pas vendre la propriété d'un bien, mais plutôt un service qui va avec. L'exemple le plus facile à donner, c'est les services de vélos partagés que les villes peuvent mettre en place. Donc là, on a une flotte de vélos avec vraiment un acteur qui va fournir le service de réparation, d'entretien des vélos. Et on fonctionne sur un abonnement plutôt que miser sur la propriété individuelle d'un vélo pour tous les habitants. On a beaucoup d'autres exemples que vous pourrez retrouver dans l'étude si ça vous intéresse. Sur la troisième un peu pilier, on va être plutôt sur la régénération de la matière, régénération du produit. Donc, soit là, on mise sur le réemploi du produit simplement,
Donc, on a des exemples, je crois que celui qui est donné dans l'étude, c'est Armor qui va réemployer les cartouches d'encre des imprimantes professionnelles, donc qui arrive à les reconditionner. Soit on va avoir vraiment le réemploi des composants et des matériaux, alors soit on est sur du réemploi pur, sinon on va retrouver tous les modèles un peu de recyclage, un peu entre les deux, par exemple chez les cimentiers. Comment est-ce qu'on réutilise les gravats, les granulats, etc. Ça va rentrer dans cette catégorie-là. Et à part, comme je vous l'ai dit, on a vraiment un peu la question de traitement des externalités de notre modèle industriel, où là, on va essayer d'optimiser l'empreinte environnementale des produits et toutes les initiatives qui sont plutôt liées à la transparence, à la mise à disposition d'informations sur le produit et la traçabilité. Juste un petit focus sur les composantes, nous, du coup, un peu clés qu'on a identifiées quand on veut travailler sur son modèle industriel et le rendre plus circulaire. Donc, on a ce qu'on appelle les chaînes de valeur multilocales et ensuite les écosystèmes collaboratifs. Donc, dans les chaînes de valeur multilocales, on va avoir tout ce qui est identifier les flux industriels et décarboner. Donc, déjà les identifier pour voir après comment on peut mettre en place toutes ces logiques de boucle. Quantifier aussi son empreinte locale, euh, les démarches d'économie circulaire. Bon, j'imagine que Nicolas le dira aussi pour l'EIT par la suite, mais généralement elles sont quand même pertinentes si on arrive à rester sur une échelle géographique assez restreinte. Des activités de recyclage, à part sur certaines filières qui ont vraiment besoin de massification du gisement, où là c'est un peu à part. Mais forcément, la contrainte de transport, des émissions liées au transport, des coûts aussi, hein, souvent, limite un peu la rentabilité si on essaye d'étendre vraiment l'aire géographique des démarches. Donc, le but est de s'inscrire sur le territoire, de prendre en compte d'ailleurs les particularités de ce dernier, et vraiment de rester sur l'empreinte locale. Et pour ensuite passer à la composante 3 qui est de répliquer, en fait, lorsque certains modèles fonctionnent bien à l'échelle locale, pourquoi pas les répliquer sur le territoire. Lorsqu'on passe un peu dans le côté qu'on appelle écosystème collaboratif, là, ça va être un peu toutes les logiques de mise en lien, donc des interfaces étendues, comment on arrive à penser toutes ces jonctions-là. On a la question de l'interopérabilité pour faciliter justement cette mise en lien et le partage un peu d'innovation, de savoir-faire circulaire, un peu les bonnes pratiques, les règles qu'on peut faire pour inspirer des autres initiatives sur des territoires. Je crois que j'avais fini là sur ma présentation, donc normalement je suis bon en timing. Je ne sais pas comment vous voulez fonctionner pour les questions. Merci, Madame Petit. Pour les questions, donc les participants doivent poser les questions via le chat, et donc après, je relaye la question. Euh, Super. donc, pour l'instant, j'ai une seule question de Madame Gillon. Donc, la question, c'est dans votre prospective bas carbone, avez-vous pris en compte le besoin énergétique lié au recyclage, en particulier des métaux et minéraux? Alors, c'est vrai que dans cette étude-là, en fait, on quantifie pas directement les besoins énergétiques, on est vraiment sur les besoins ressources. C'est vraiment un peu la limite hein, des activités de recyclage qu'on est en train de développer. Bien sûr, on a certaines activités qui, au final, on a vraiment des bénéfices environnementaux globaux à en tirer du fait des technologies, des besoins en énergie. Voilà, c'est des questions qu'on se pose et qu'il faut continuer à creuser, mais dans cette étude-là, c'est pas quantifié, mais en tout cas, c'est écrit comme une des limites qu'on peut avoir dans certains leviers d'économie circulaire et ce qui rejoint ce que je disais aussi sur le transport. Forcément, si derrière on rajoute des coûts de transport et des émissions assez fortes qui sont liées aux activités de recyclage, on peut y perdre un peu au niveau de l'intérêt de vraiment aller vers ces activités-là. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nabil, si je peux
Oui. Non, merci Ilona pour la présentation. Juste par rapport au niveau de l'INEC, vous existez quand même depuis un moment, est-ce que vous sentez quand même une dynamique réelle autour de ces sujets où il y a eu il y a 2, 3 ans quand même au niveau des territoires des choses qui ont été lancées, ou est-ce que vous sentez un besoin là aussi, peut-être un besoin politique de relancer, de repousser? Est-ce que les investissements France 2030 sur les problématiques de réindustrialisation vont dans ce sens un peu? Comment un peu vous sentez la dynamique des territoires un peu en France sur ces questions-là? Alors oui, depuis 2013, et c'est plutôt positif, on voit quand même tout le chemin qui a été parcouru, même si on aimerait toujours aller plus vite et plus loin, forcément. Euh, voilà. Déjà, malheureusement, la crise sanitaire et géopolitique qu'on a connue nous a un peu donné un coup de pouce parce qu'on a beaucoup d'activités économiques qui se sont rendues compte que leur chaîne d'approvisionnement était assez fragile. On a eu beaucoup de ruptures d'approvisionnement, que ce soit dans la construction, l'agroalimentaire. Donc, ça a quand même tiré une sonnette d'alarme sur le fait que c'était vraiment des contraintes assez réelles et qu'on y arrivait. Là où on a, pareil, je parle de l'eau, mais la crise de l'eau qu'on a connue l'été encore d'avant a un peu montré au territoire qu'il allait falloir se pencher sur la question, parce que sinon, on allait être vraiment sur des problématiques assez importantes de territoire. Depuis aussi, on a eu une réorganisation un peu sur qui gère l'économie circulaire en France. Donc, on a les régions qui ont récupéré ces prérogatives-là, qui ont mis en place pas mal de textes. Donc, on a eu toute cette réorganisation-là, beaucoup de textes législatifs, la loi AGEC, ses applications, des textes au niveau européen. Donc, on a un peu tout ça qui est arrivé en même temps. Donc, prise de conscience quand même assez globale de la plupart des acteurs, hein. Maintenant, que ça soit dans les gros territoires, forcément, hein, toutes les petites collectivités n'y sont peut-être pas encore, faut laisser le temps et avoir les moyens humains et financiers. Mais tout le monde s'y est un petit peu mis. Nous, on voit, rien qu'au niveau industriel, les gros groupes commencent à se poser vraiment des questions à ce niveau-là. Forcément, maintenant, on a la question des financements actuellement. Beaucoup de choses sont dépendantes des collectivités. Voilà, on est dans une incertitude budgétaire, donc on a pas mal de choses qui sont à l'arrêt. Malheureusement, surtout que sur certaines activités circulaires, on n'a encore pas les modèles économiques pérennes, hein, faut le dire. Par exemple, l'économie de la fonctionnalité, même le IT, Nicolas pourra en parler, mais ça dépend de certaines configurations. On en est encore pas mal dépendant des soutiens publics. Mais on a quand même dans les soutiens publics des ponts maintenant qui sont faits entre décarbonation, réindustrialisation et économie circulaire. On est toujours une petite partie, on va dire, dans les appels d'offres qu'on arrive à retrouver. De toute façon, vous allez avoir la démarche Picto, donc je pense que c'est un très bel exemple de comment on peut un peu allier toutes ces nouvelles contraintes-là et justement voir que ça peut aller dans le même sens si on met en lien tous ces objectifs-là. Et globalement, on est dans une bonne dynamique. On va aussi avoir la partie un peu financement qu'on attend, taxonomie, CSRD. On a des objectifs d'économie circulaire derrière. Donc, est-ce que quand le financement va pivoter, ça va aussi continuer à entraîner un peu tous les acteurs? C'est ce qu'on attend. Mais voilà, ça met du temps. C'est des modèles économiques à transformer, des fois sur des grosses chaînes de process. Donc, tout n'est pas facile, on va dire, à faire pivoter dans l'instantané. Mais on reste quand même assez enthousiaste et optimiste, on va dire, sur les prochaines années. En tout cas, maintenant, on est dans le spectre. Déjà, c'est pas mal. Et on est pris, on va dire, un peu plus sérieusement parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, quoi. Merci. Très bien, merci. Une dernière question de Monsieur Marwan Moussa, donc qui vous remercie pour la présentation. Il trouve formidable ce que vous faites à l'INEC. Et il pose la question par rapport aux ressources et rapports que vous avez cités dans votre présentation. Est-ce qu'ils sont accessibles à tous en libre accès ou bien seulement aux adhérents? Alors, toutes nos études, alors peut-être dans les très anciennes, lorsqu'on n'était pas sous la même direction générale, on a peut-être des très anciennes qui sont pas accessibles à tout le monde. Là, les deux études que je vous ai présentées sont accessibles vraiment à tout le monde.
Sur les contenus adhérents, on est plus sur des GT, des choses comme ça. Mais non, le but est vraiment un peu d'alimenter le débat public, d'alimenter justement ce que vous allez faire aussi. Nous, on ne peut pas travailler sur tous les fronts et on n'est pas expert dans tous les domaines, donc on a besoin aussi d'avoir comme appui la R&D, le monde académique pour continuer à travailler ces sujets-là et à les approfondir. Forcément, on peut pas tout balayer. Mais ils sont disponibles. Très bien, merci. Ben, merci encore une fois, Madame Petit, pour la présentation. Et maintenant, on va passer à la présentation de Monsieur Nicolas Matz de l'association Picto. Oui, bonjour. Je vais vous partager les éléments. Vous me direz si vous les avez en partage. Ça Est-ce que arrive. c'est bon de votre côté? Là, c'est bon. C'est OK? Non, Très bien. Oui, oui, c'est OK. je suis pas encore en mode présentation, si tu peux le mettre. Alors, check. Où est-ce qu'on le met en mode présentation, le PDF? C'est Bah, bon. sinon, on voit bien quand même, hein. Oui. Je veux bien vous le mettre en mode présentation, mais moi je vais sur un très grand écran, donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas trop. Non, mais laisse comme ça, on voit bien. Vous voyez bien quand même, hein? Oui. Bon, parfait. Donc, bon, mais merci pour cette proposition de venir vous présenter un retour d'expérience d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale menée dans un territoire un peu spécifique, industrialo-aéroportuaire. Je vais vous en parler là dans les prochaines slides. Donc, cette démarche, elle s'appelle PICTO et j'en suis moi-même le secrétaire général au niveau de la structure. Donc, PICTO, en bref, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une association déjà, loi 1901. Vous allez voir tout à l'heure les membres qui constituent cette association qui s'est créée il y a une dizaine d'années sur le territoire industriel portuaire de Marseille-Fos et qui anime et déploie une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Alors, nous, par EIT, on a une acception relativement large de thèmes sur lesquels nous sommes amenés à travailler avec nos membres et notamment nos industriels, autour des sujets de décarbonation, de transition énergétique, bien évidemment, d'économie circulaire, dans le sens où on travaille beaucoup sur des revalorisations de coproduits, notamment, mais également de flux d'eau en reuse, également sur des accompagnements de porteurs de projets industriels et innovants. Vous allez le voir à travers quelques illustrations qui souhaitent s'implanter sur le territoire et également sur des questions relatives au risque industriel, puisqu'on a beaucoup de sites Céveso, seuil haut. Donc, déployer une démarche qui est déployée sur un territoire assez vaste, qui va de la zone industrielle portuaire de Fos, qui est située ici, qui est une zone qui fait plus de 10 000 hectares, donc c'est une très très grande zone, jusqu'à l'espace de Gardanne-Mereuil, où on a des unités de production d'énergie électrique avec de la biomasse, donc qui englobe aussi toutes les plateformes stratégiques, on va dire, du pourtour de l'étang de Berre. Alors, vont se retrouver sur cet écosystème territorial, on va dire, des activités dans le domaine de la sidérurgie, de la chimie, de la pétrochimie, traitement de déchets, production énergétique, des cimentiers, des raffineurs. Voilà, donc des acteurs qui gèrent des quantités considérables de flux de matière et d'énergie. Pour ne donner qu'un indicateur, c'est un territoire qui émet grosso modo, rien que par l'industrie, 18 millions de tonnes de CO2, donc qui en fait un des principaux territoires émetteurs en France avec d'autres places portuaires comme Dunkerque ou Le Havre. Voilà, et on a quelques excroissances territoriales sur lesquelles nous travaillons. On a des membres également à Manosque, un petit peu au nord-est et à Tarascon, un petit peu au nord-ouest, avec lesquels nous travaillons sur des questions notamment de valorisation de CO2 et puis également de stockage stratégique d'hydrogène en cavité saline. Donc aujourd'hui, l'association, c'est une association qui rassemble une soixantaine de membres, dont un peu plus de 50 industriels dans les domaines d'activité dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons également l'autorité portuaire, hein, le Grand Port Maritime de Marseille, qui participe à nos travaux. Et Picto n'étant pas qu'un club d'industriels, c'est aussi une association au service du développement du territoire, prévenant également la participation, l'intégration dans nos membres de la région sud
de la métropole Aix-Marseille-Provence et des mairies de proximité. Voilà, donc qui sont pleinement actives dans nos travaux, et bien évidemment aussi des acteurs de laboratoire qui appartiennent à Aix-Marseille Université, avec lesquels nous travaillons sur des questions de boucle de reuse d'eau, de revalorisation de certains coproduits un peu spécifiques, ou de chaleur fatale. Donc, 4 missions fondamentales à l'association: faciliter des synergies. Ça en passe par avoir une compréhension procédé. Et là, je pense que ça fait directement aussi référence à votre groupe de travail. C'est d'avoir cette culture procédé qui permet de réaliser ce que nous, on appelle des génomes industriels, donc une description du métabolisme des flux de matière et d'énergie qui rentrent et qui sortent d'un site industriel, en matière entrante vierge ou en semi-fini, en produit fini ou semi-fini en sortant, et puis également les coproduits qui peuvent se retrouver dans les mains des industriels. Alors, par coproduit, on a souvent tendance à penser à des déchets solides, mais on peut aussi avoir des effluents qui sont intéressants à retravailler. On peut aussi avoir des émissions à l'atmosphère qui, aujourd'hui, font l'objet notamment de processus de décarbonation. Donc, le CO2 peut devenir une matière entrante sur d'autres process. Deuxième mission, en fait, qui est liée avec le support à l'attractivité, c'est le fait d'implanter des pilotes et des démonstrateurs. Depuis le démarrage de la dynamique Picto, c'est environ 60 millions d'euros de pilotes et de démonstrateurs qui ont été implantés, soit sur une zone qui est spécifiquement dédiée par le Grand Port Maritime de Marseille, soit directement dans les sites industriels, au pied des unités, de manière à s'intégrer le plus utilement possible avec les assets industriels. Et puis, dans une moindre mesure, communiquer, sensibiliser pour expliciter ce qu'est cette dynamique et à quoi elle sert sur le territoire. Donc, faciliter des synergies, des exemples de boucles de revalorisation de chaleur fatale, par exemple, ou de bouts de décarbonatation, de bouts de purification de saumure. Voilà, ça, ce sont des exemples qui ont été mis en œuvre au niveau de nos acteurs industriels, et également sur des mâches-fer qui sont retraités aujourd'hui. Voilà, donc ça représente des centaines, voire des milliers de tonnes chaque année de coproduits qui ont été revalorisés et qui ne sont plus envoyés soit en centre d'enfouissement technique et qui viennent enfin, inutilement les saturer finalement, soit ça vient directement remplacer des matières vierges type calcaire et autres extraits de carrière. Donc, d'autres exemples, et là je vais vous en parler un peu plus dans le détail tout à l'heure, sur la décarbonation, à travers un programme que l'on coordonne, qui s'appelle Sirius, pour Synergie Régénérative Industrielle Sud, et qui est un programme qui résulte en fait de notre positionnement dans un appel à projet national de France 2030, ZIBAC, Zone Industrielle Bas Carbone. Et vous allez le voir, ça consiste à établir des trajectoires de décarbonation intersectorielle entre nos membres, qui s'appuie sur de l'efficacité, sur de l'électrification de process, sur de la substitution d'intrants, sur de la diversification de mix énergétique, et puis dans certains cas aussi sur du CCUS, donc du carbone capture, et sa réutilisation derrière ou sa séquestration géologique. Voilà, donc nous avons également des travaux sur l'eau qui sont réalisés avec nos membres, hein, puisqu'on a beaucoup de sources d'approvisionnement, nous, de notre côté, et beaucoup d'utilisations possibles dans nos sites industriels, sans parler bien évidemment aussi des boucles de refroidissement, puisque nous avons des terminaux méthaniers et autres qui supposent des boucles de refroidissement assez importantes pour le process. Donc, aujourd'hui, pour vous donner quelques ordres de grandeur, à l'échelle de notre périmètre de membres, c'est environ 85 millions de mètres cubes d'eau consommés, sans les prélèvements eau de mer pour les boucles de refroidissement. Et on a travaillé sur une projection à 10 ans et au-delà. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en 2030, on devrait avoir augmenté d'environ 20 millions de mètres cubes d'eau cette consommation. Consommation qui va être drivée en plus par des changements de procédés liés à la décarbonation dans les sites industriels existants, par l'arrivée de nouveaux sites industriels qui vont venir s'implanter sur le territoire, et en même temps qui va être compensé dans une certaine mesure, pas complètement, puisqu'on a quand même une augmentation in fine, par des plans de sobriété hydrique qui sont assez drastiques et déployés au niveau des sites industriels.
Bon, donc ça, je vais pas m'éterniser dessus, mais une autre dimension de Picto, c'est donc l'animation d'un comité opérationnel lié à la prévention des risques technologiques, parce que tout ce qui est en lien au développement industriel doit aussi s'intégrer dans un écosystème qui, je le disais tout à l'heure, comporte quand même beaucoup de sites Céveso, seuil haut ou seuil bas, et avec lesquels il faut interagir aussi sur cette dimension exposition au risque, sur pression toxique thermique. Donc, c'est notre manière aussi d'amener et on va dire, d'appréhender des porteurs de projets industriels et innovants pour rechercher des espaces fonciers avec les aménageurs, bien évidemment, type le Grand Port Maritime de Marseille, les plus pertinents d'un point de vue de l'écologie industrielle et territoriale. On insistera malgré tout, au-delà des nouveaux sites industriels qui vont venir nous rejoindre, également sur l'évolution des sites industriels existants. Ça, c'est très important. On a des investissements depuis ces dernières années assez majeurs, hein. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été consacrés pour faire évoluer les process en interne. C'est par exemple, ici s'affiche un exemple de four-poche qu'on a inauguré il y a quelques temps chez un sidérurgiste de la zone. On a également une nouvelle salle de technologie et une nouvelle technologie d'électrolyse chez un chlorochimiste qui nous permet in fine de limiter ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 50 000 tonnes par an. Et puis au-delà de ça, d'être beaucoup plus efficace qu'étaient ces technologies antérieures sur des technologies diaphragme notamment. Évolution également de nos cycles combinés à gaz qui aujourd'hui nous autorisent à consommer à la fois du gaz naturel en mélange avec de l'hydrogène dans des proportions que nous n'avions pas la capacité avant de prendre. Et puis également, vous le voyez en bas à droite, le fait de rétrofitter toute une série de réseaux de pipes qui ne servent plus ou qui ne serviront plus demain pour transporter certaines molécules et qui vont servir pour à en transporter d'autres. Et par exemple, le fait de constituer un véritable hub CO2 sur lequel nous allons capter du CO2 hard to abate, hein, qui n'a pas pu être abattu autrement que par les électrifications, le changement de procédé et autres, et venir le massifier dans la zone de fosse pour soit l'exporter pour du stockage géologique, soit en refaire notamment des carburants durables pour l'aviation et le maritime. C'est aussi ça que prend en compte une démarche d'écologie industrielle et territoriale qui, vous le voyez, a un effet d'entraînement qui va bien au-delà de son territoire initial. Quelques exemples de pilotes et de démonstrateurs. Un projet de Power to Gas, Jupiter 1000, qui permet d'utiliser des électrons verts pour fabriquer de l'hydrogène vert qu'on en injecte en mélange dans le réseau de gaz naturel. Bon, c'est un pilote qui fait 1 mégawatt de puissance, hein, donc c'est pas non plus énorme, mais ça représente quand même 1,5 hectare d'emprise au sol, environ un peu plus de 30 millions d'euros d'investissement et qui a une autre dimension de méthanation qui consiste à capter du CO2 sur un site voisin, à le mélanger avec cet hydrogène et en fabriquant in fine un gaz de synthèse qui est utilisé dans des chaudières qui sont en test chez deux industriels. Également un pilote d'énergie osmotique avec la CNR et puis plusieurs unités, là il y en a une en photo, mais de carbone capture qui sont en test actuellement sur des bases de MOF, des bases polymères sur des sites industriels pour capter le CO2 dans les fumées, avec des niveaux de concentration très différents. Voilà une cartographie de nos différentes plateformes. Alors là, on parle de plateformes sur lesquelles on a des concentrations industrielles assez fortes, et on a aussi des membres qui sont des sites un peu plus isolés, qui sont dans l'association. Je rajouterai que la CMA-CGM et l'aéroport Marseille-Provence participent également, sont membres de l'association Picto, donc s'impliquent aussi dans des travaux en lien avec les industriels, notamment pour la décarbonation de la logistique. Voilà, quelques exemples de projets qui sont déclinés sur le territoire et qui sont envisagés dans les prochaines années à développer au niveau du territoire. Donc tout ça vient jalonner une transformation globale de notre espace industriel au portuaire qu'il faut savoir expliciter, qu'il faut savoir aussi montrer, d'où le fait que l'on accueille beaucoup de délégations, soit d'étudiants, soit de professionnels, soit des délégations internationales qui viennent au niveau du site, de manière à comprendre quels sont, on va dire, les éléments qui ont contribué à préfigurer voilà, un espace où il y a de la systémique qui s'exerce et surtout des espaces de coopération un petit peu nouveaux et surtout intersectoriels.
Donc tout ça, ça donne lieu à finalement une feuille de route hein, que l'on a pour notre association. On a défini ça l'année dernière. Là, je vous en donne une brève synthèse, mais qui nous fait intervenir sur plusieurs dimensions. La centrale, qui a toujours été celle de Picto, c'est d'accélérer les transformations, les valoriser et capitaliser des connaissances, donc synergie, accompagnement de porteurs de projets, définition des trajectoires de décarbonation, vous allez le voir après. Et puis maintenant, on a deux extensions qui sont en cours de développement. D'une part, d'un côté, concrétiser, aller toujours plus loin vers la concrétisation des sujets, à droite là, en appui de nos porteurs de projets. Ce n'est pas à l'association de se substituer à des maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage privés ou publics pour réaliser ces projets. Et à gauche, c'est aussi avoir davantage de questionnements sur le fait de penser ces transformations avec une prise de hauteur, une prise de recul sur, en termes de recherche-action, qu'est-ce qui se joue au niveau de ce territoire ces 20 dernières années, aujourd'hui et dans les 20 prochaines années, avec un exercice un peu prospectif. Voilà. Donc, on diversifie un petit peu aussi notre approche. Donc, une feuille de route, je l'ai dit, plusieurs dizaines d'actions qui ont été définies avec nos membres et qui va se voir, enfin, qui a commencé à être déployée déjà, d'ores et déjà ces derniers mois sur la période 2025-2030. Donc, une équipe d'animation, tout ça ne fonctionne pas par la beauté du geste, hein. Donc, une équipe d'animation, salariés de l'association, donc qui sont des ingénieurs, plutôt des profils ingénieurs, pour certains procédés purs et pour d'autres sur d'autres aspects, qui sont en fait au contact de l'ensemble des membres et qui sont là pour identifier et mettre en œuvre les différents thèmes que j'ai abordés précédemment. On reste une association. Certes, nous, on peut animer et identifier des sujets, mais ça repose aussi énormément sur l'implication de nos membres et des compétences qui sont chez les industriels, notamment sur l'eau, sur les déchets, sur pas mal de choses. Voilà. On interagit au sein d'un écosystème d'acteurs, hein, comme sur tous les territoires. Vous avez des acteurs dans les domaines de la recherche, dans les domaines du lobbying, de l'influence. Vous avez des acteurs dans le domaine de la planification et de l'aménagement du territoire. Bon, ben, nous, on interagit avec l'ensemble de ces acteurs sur les questions aussi d'acceptabilité. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je finirai juste mon intervention juste pour vous donner quelques éléments sur le programme Sirius. Donc, c'est un programme qui a vocation à définir, je l'ai dit, des trajectoires de décarbonation pour un territoire qui est un des principaux territoires émetteurs en France, hein. Vous le voyez ici sur cette cartographie, un peu plus de 18 millions de tonnes de CO2. Donc là, ce que l'on a fait, puisque c'est un programme au long cours, c'est un programme qui est soutenu par l'État et les industriels sur une période allant de 7 à 10 ans. Et là, on est en train de terminer la phase 1, qui était la phase dite de maturation, et qui nous a permis de mener un peu plus de 25, c'est quasiment même 30 études, pour un budget d'environ 8 millions d'euros, pour nous permettre de définir ces fameuses trajectoires. Il nous fallait étudier bloc par bloc thématique des aspects comme dans quelle mesure ici le levier de l'hydrogène est un levier adapté. Est-ce que c'est l'électrification? Est-ce que c'est le CCUS? Est-ce que c'est différentes choses? On a également fait varier des critères sur le niveau d'activité de ces différentes filières, hein, puisqu'on a quand même beaucoup de raffinage, de chimie, de pétrochimie, exposés internationalement à un contexte de concurrence très fort. Et puis dans le poids des leviers, on a fait varier en sensibilité certains leviers pour définir des trajectoires. Alors les trajectoires, ça ressemble un peu à ça de manière hyper simplifiée. Ça nous permet de savoir d'où on part, ça c'est déjà bien, et notamment en termes de CO2 biogénique, et où on souhaite aller. Et quels seraient nos points de passage. Bon, les diagrammes sont bien plus précis que ça, hein. Là, je vous présente une synthèse. Mais point de passage en 2030, en 2035, en 2040. Ce que ça nous apprend principalement, c'est quoi? C'est que finalement, on a des objectifs atteignables assez ambitieux, mais ils sont atteignables. On a également l'enjeu de déployer tous ces leviers dans le même temps, et c'est ça aussi qui en fait la complexité et la diversité, on va dire, et ça suppose des niveaux d'investissement qui sont loin d'être négligeables, entre 7 et 14 milliards d'euros d'investissement dans les 10 à 12 prochaines années. Ça va supposer aussi, et c'est ce qu'on a dimensionné, c'est consommer pas mal de foncier, de l'eau en plus, je l'ai dit, mais pour autant, la décarbonation devrait s'en suivre aussi, être suivie, c'est une première approche, hein, d'une baisse d'émissions d'autres polluants, hein, notamment des monoxydes de carbone, des oxydes de soufre, d'azote, etc.
de manière assez significative aussi au niveau du territoire. Vous voyez ici une symbiose d'écologie industrielle et territoriale comme la nôtre, elle s'exprime à la fois sur des revalorisations de matières, mais également de molécules et de production de nouvelles molécules qui vont venir, on va dire, au niveau du territoire. On reste un territoire industriel-portuaire, donc on est naturellement, historiquement ouvert sur le monde. Donc on continuera à produire par nous-mêmes certaines molécules ici, on en importera aussi, on en exportera et on ira également en stocker. C'est ça aussi qui fait la force de cet écosystème-là, c'est d'avoir toute cette diversité cette pluralité, on va dire, d'activités et de rôles entre des producteurs, des consommateurs, des stockeurs, des transporteurs, etc. Voilà. Voilà, donc plusieurs projets qui ont commencé à émerger de nos travaux. Donc là, c'est dans des projets concrets, hein. On parle de projets à plusieurs milliards d'euros d'investissement qui sont soit des projets d'infrastructure, soit des projets industriels au sein des sites industriels. Voilà. Donc pour dire que la décarbonation, elle n'est pas juste sur des planches PowerPoint et dans des réflexions, elle est aussi active et elle est engagée d'ores et déjà sur le territoire. Voilà, donc j'en finirai par là. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une petite question. Vous avez présenté déjà donc vos activités à l'échelle locale, puis nationale avec le dernier projet. Mais est-ce que vous avez des interactions avec l'international? Est-ce qu'il y a des... Est-ce que ça n'a pas été évoqué? Oui, alors on a déjà, bah, depuis plusieurs années, avant même le programme Sirius, on avait déjà des échanges avec nos homologues sur des plaques comme Dunkerque, comme Nantes-Saint-Nazaire, comme Strasbourg. J'ai moi-même contribué aux côtés de l'ADEME à mettre en place un réseau national justement des territoires industriels portuaires impliqués dans des démarches d'écologie industrielle. Et depuis, bah, il y a des démarches qui se sont montées sur la zone de la vallée de la Chimie, sur La Rochelle, sur Nantes-Saint-Nazaire, tirant parti un peu de nos retours d'expérience. Et on avait également quelques touches avec des acteurs en Norvège et autres. Bon, et puis maintenant, on participe plus globalement à une approche internationale dans le sens où on vient d'intégrer le World Economic Forum donc où on discute avec d'autres homologues, d'autres clusters industriels ou portuaires de par le monde. En France, on est deux à être intégrés dedans, on est Dunkerque et Marseille-Fos. Donc cette approche internationale est déjà active et je suis moi-même aussi impliqué dans le réseau de l'AIVP, l'Association internationale des villes portuaires, qui est une association qui regroupe 190 zones portuaires dans le monde. Et une autre question plutôt, on va dire, côté formation, parce que lors de la présentation, vous avez évoqué le fait que vous recevez des délégations d'étudiants. Comment ça se passe concrètement? Euh, Parce que nos étudiants aussi, ils sont intéressés parfois par des Oui. visites sur site. Et donc, Alors, nous, une délégation d'étudiants, ça passe par une compréhension déjà en amont de bah, quel est leur cursus et qu'est-ce qui peut potentiellement les intéresser. Ça passe systématiquement par un accueil sur la zone autour d'une maquette du grand port maritime de Marseille qui permet d'avoir une vision d'ensemble du territoire avec l'implantation des différents sites, parce qu'après on est sur une zone qui est relativement plate, donc le fait de se trimballer en bus, ça ne permet pas du tout de se rendre compte des espaces. Sinon, et puis derrière, ça va être une présentation de l'association Picto, un témoignage bien souvent d'un un des acteurs membres de l'association, ça peut être le port, ça peut être un industriel, ça peut être une collectivité, dans quelle mesure il a un intérêt, lui, en tant que partie prenante, à être intégré dans une démarche comme la nôtre, autant lui donner la parole plutôt que nous porter sa voix. Généralement, c'est suivi d'une ou deux visites dans un site industriel directement au cœur des unités pour se rendre compte, voilà, encore une fois, pour sortir du PowerPoint et aller voir factuellement c'est quoi une unité de chimie, de pétrochimie, de raffinage et autres, avec le caractère un peu aussi spectaculaire, l'aspect dimensionnant. Voilà, on a des sites qui font 80 salariés, on a des sites qui vont jusqu'à plusieurs milliers de salariés et qui font des dizaines d'hectares de superficie.
voilà, tant qu'on les a pas appréhendés en vrai, on a du mal à se rendre compte de l'intrication de ces process, des ateliers, etc. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nicolas. Oui, mais merci Nicolas. Moi, je vais poursuivre un peu la question là, de Nabil au début, un peu sur les relations avec les autres sites. Hein. J'avais parlé au départ de problématiques territoriales. Et en France, avec Dunkerque, vous êtes les deux sites en avance sur ces questions-là. Et la question par rapport au travail que vous avez ensemble, par rapport aux discussions, est-ce que vous avez déjà commencé à voir les points forts ou les points faibles d'un ou deux sites qui permettent un peu de faire évoluer votre trajectoire, de dire ben voilà, Dunkerque a fait ceci et avec succès et ça peut nous aider, ou encore nous avons pu réaliser cela. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur un peu des processus d'amélioration comparée par rapport à des expériences partagées sur des territoires qui sont à la fois distants, mais qui sur certains points ont quand même un certain nombre de problématiques communes. Comment vous travaillez sur ces Oui. échanges-là? Alors, on a déjà le fait d'avoir l'existence d'un réseau national, donc des lauréats à ZIBAC, donc Dunkerque, Nantes, Saint-Nazaire et autres, et nous, bien évidemment. Donc ça, on se rejoint régulièrement sous l'égide de l'ADEME à Paris. On y était encore il y a 15 jours pour, durant toute une journée, travailler ensemble sur des sujets d'intérêt commun. Donc là, comme tu l'exprimes, c'est un moment privilégié pour partager des retours d'expérience, des choses qui ont bien fonctionné, des choses qui peuvent être éventuellement dupliquées ou qui peuvent être inspirantes pour les uns les autres. En l'occurrence, là, nous, on est venu témoigner sur la construction méthodologique de nos trajectoires de décarbonation intersectorielle, la méthodologie en tant que telle. Bon, bah, c'est une étude qui nous a pris plus de 12 mois à réaliser et qui, comme je vous l'ai dit, est la compilation d'environ 8 millions d'euros de sujets d'études réalisés en 2 ans. Donc il y a quand même des données assez consistantes vis-à-vis de tout ça. Et il fallait pouvoir échanger avec eux sur ce à quoi ils vont se confronter parce qu'ils sont en train de commencer cette approche-là. Après, ça ne nous empêche en aucun cas d'avoir aussi des échanges one-to-one, spontanément. J'aurais tendance à dire même quasiment chaque semaine avec nos homologues à Lyon, avec Dunkerque, etc. Alors ça peut être sur des aspects juridiques, ça peut être sur des aspects techniques, ça peut être sur des aspects organisationnels, sur ces différentes... Donc cette pratique finalement de l'interterritoire, elle est déjà active et elle est déjà parfois entre les structures d'animation, parfois entre des industriels, parfois entre des autorités portuaires. C'est ça aussi qui est intéressant. Merci encore, Monsieur Matt, pour la Merci. présentation. On est dans les temps, donc on va passer maintenant à la présentation de Madame Audrey Magnan du pôle de compétitivité B4C. Alors, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, C'est bon? Ok, oui. super. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir lors de ce webinaire. Donc moi, je vais vous parler d'innovation pour une bioéconomie circulaire. Finalement, c'est prendre l'angle des procédés circulaires, mais pour la valorisation de la biomasse. Et donc l'idée de ma présentation, c'est de vous faire un panorama de projets structurants et de dégager un peu des tendances de ces différents projets et d'innovation sur ces sujets. Donc je suis Audrey Magnin, je suis responsable innovation molécules biosourcées et procédés au sein du pôle de compétitivité Bioeconomy for Change. Donc je vais commencer par deux mots sur notre structure. Donc, comme la plupart des pôles de compétitivité, on a 20 ans d'existence cette année. On est une quarantaine de collaborateurs. Depuis la création du pôle, on a accompagné plus de 350 projets qui ont derrière été financés. Et aujourd'hui, on est un réseau de près de 500 adhérents, donc qui vont regrouper tout type d'entreprises, donc start-up, PME, groupes, des laboratoires de recherche, également des collectivités territoriales et autres types de structures. Donc, ce qu'on propose à nos adhérents, c'est une animation thématique à travers différents webinaires, journées techniques, c'est de l'accompagnement de projet et c'est également un suivi individualisé pour répondre aux besoins en lien avec l'innovation.
Donc, on travaille sur 5 thématiques qui nous permettent d'avoir une approche systémique sur la bioéconomie. La première, ça va être les bioressources, donc tout ce qui va être production de matières premières, mais également comment mieux produire, avec des sujets autour de la qualité des sols, de la gestion de l'eau, du développement d'outils pour le biocontrôle. Et puis après, vous allez retrouver donc 4 autres thématiques qui reprennent la pyramide des usages de la biomasse avec l'alimentation humaine et animale, les molécules biosourcées et procédés, les matériaux biosourcés et finalement les bioénergies. Donc ça nous permet de pouvoir aborder la bioéconomie sous forme de la valorisation en cascade de la biomasse. Euh, alors aujourd'hui, pour illustrer un petit peu cette bioéconomie circulaire, ce que je vous propose, c'est de parler du programme Circular Biobased Europe. Alors, ce programme, pardon, voilà, il a été lancé donc en 2013 et c'est un partenariat public-privé entre l'Union européenne et un consortium d'industriels qui s'appelle le Biobased Industry Consortium et qui vise à aller financer des projets. Donc, c'est un programme qui est doté de 2 milliards d'euros et c'est le successeur de BBIGU, donc qui était la première version de CB. Les objectifs, c'est d'aller accélérer le développement de procédés innovants pour la mise sur le marché de solutions biosourcées qui vont être aussi matures d'un point de vue technologique. Et donc tout ça se faisant en assurant un haut niveau de performance environnementale des systèmes de l'industrie biosourcée. On parlait avant pas mal de décarbonation, donc dans la présentation précédente. Sur la partie bioéconomie, on va parler beaucoup de défossilisation, donc comment sortir de matières premières fossiles en se basant sur la valorisation du renouvelable. Donc, si je me focalise un petit peu sur la partie privée de ce partenariat public-privé, donc le Biobased Industry Consortium, donc ça représente 240 membres. Donc, nous, B4C, on est membre de ce consortium et il agit dans l'élaboration donc, des programmes, typiquement dans l'élaboration des appels à projets qui vont sortir, et donc dans la mise en réseau aussi de ces différents acteurs. Une petite parenthèse sur nous, notre rôle. Donc B4C siège au board du BIC. Donc il en assure la vice-présidence. Donc ce qui veut dire que nous, on participe à l'élaboration des règles de financement du programme, des statuts, etc. Et on a pour vocation aussi de représenter les différentes PME de notre réseau. Je fais cette parenthèse aussi parce que derrière, je vais vous présenter un certain nombre de projets. Nous, on n'est pas impliqués dans tous ces projets, c'est vraiment des projets qui ont été financés dans le cadre de ce programme. Donc, ce qui veut dire que je pourrais pas forcément répondre à toutes vos questions, mais j'essaierai de faire au mieux. Donc, ce programme CBE, hop, pardon, désolée. Donc oui, je voulais vous présenter cette figure qui représente, je trouve, très bien ce qu'est la bioéconomie circulaire, où finalement on va partir d'un feedstock, donc souvent une matière première végétale, en tout cas une matière première ouais, avec du carbone biogénique, on va dire. Ensuite, la partie bioraffinerie, donc là vous allez trouver tous les procédés de transformation de cette biomasse, et derrière, on va aller alimenter différents marchés, ça peut être la cosmétique, l'alimentaire bien sûr, la détergence, le textile, enfin c'est vraiment des marchés qui vont être très variés. Et puis vous avez les petites boucles où là on voit bien la circularité, où finalement il y a aussi beaucoup de projets sur le recyclage de ces nouveaux produits. Et puis l'autre boucle qui reprend tout ce qui est retour au sol, retour à la terre, où la biomasse, on va essayer de l'utiliser dans son entièreté, donc de valoriser au mieux toutes les fractions de la biomasse. Et puis finalement, ce qui ne sera pas utilisé, l'idée c'est que ça retourne au sol pour qu'on puisse continuer à utiliser les sols à des fins de production. Donc ce programme CBE, il finance différents types de projets. Donc les projets CSA, ça je vais pas en parler, mais des projets plutôt sur de l'innovation technologique avec différents programmes en fonction de la maturité technologique. Donc des programmes plutôt recherche, les RIA, on va être du laboratoire jusqu'au pilote. Les IA, on va être sur du pilote démonstrateur. Et puis les flagships, où là on va être sur des usines de production industrielle premières en leur genre en Europe, ce qui permet vraiment d'aller pousser l'innovation jusqu'à la construction d'une usine. J'attire aussi votre attention sur les taux de subvention qui sont vraiment intéressants pour ces projets. Si on prend un RIA, un projet de recherche, tous les acteurs, tous les partenaires sont subventionnés à hauteur de 100%. Peu importe la taille de l'entreprise, peu importe que ça soit public, privé, tout le monde reçoit une subvention de 100%. Pour des projets
IA ou flagship, là, on va être sur du 100% pour les organismes à but non lucratif, typiquement les laboratoires de recherche, associations, et 60% pour les entreprises, ce qui est déjà un taux de subvention assez important. Donc moi, ce que je vous propose, désolée, j'arrive pas avec mon... Ah, avec ma souris. C'est de faire un focus voilà, sur les projets flagship qui ont pu être financés dans le cadre de CBE et d'essayer de voir quel type d'usines ont été financées, voir celles qui aujourd'hui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, et puis essayer de tirer un peu des tendances de ce qui a pu être mis en place à travers ce programme CBE. Depuis le lancement de ce programme en 2013, c'est 22 projets de flagship, donc de premières usines qui ont été financés. Et donc, ce que je vous propose en fait pour chacun de ces flagships, c'est une petite fiche projet que je vais pas détailler, mais vous avez la structuration. Donc, avec le nom du projet, un résumé très court, sa localisation, le coordinateur, les dates, et puis le détail. Donc, avec à chaque fois la biomasse qui va être concernée, le type de procédé, et puis les produits qui ressortent de cette nouvelle usine. Le point intéressant sur lequel je passerai peut-être un peu plus de temps, c'est l'update, de dire bah aujourd'hui cette usine, est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Donc quand il y a un point vert, ça veut dire que c'est une usine qui aujourd'hui tourne toujours. Et si elle ne fonctionne pas, bah, en gros, qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'il y a aussi pas mal de projets récents sur lesquels bah, il est difficile de statuer. Donc le premier projet qui a été financé, c'est un projet italien coordonné par l'entreprise Novamont et l'idée c'était de développer une nouvelle chaîne de valeur pour le chardon que vous avez ici par des procédés chimie biotech pour la production de deux acides que vous avez là. Aujourd'hui, c'est une usine qui tourne plutôt bien et donc ce projet a été un succès. Ah, désolée, en plus j'arrive pas avec... Ok. Le deuxième flagship qui a été financé, c'est sur des microfibrilles de cellulose à partir de déchets de forêt-bois par un procédé de fibrillation. Et donc ça, pareil, c'est une usine aujourd'hui qui tourne. Vous pouvez demander des échantillons en ligne directement sur le site internet. Et donc vous allez voir, il y a pas mal de startups qui sont à l'initiative de ces premières usines, mais il y a aussi des grandes entreprises. Donc c'est le cas de Beauregard. Le projet de Clarion. Donc c'était la construction d'une usine de bioéthanol en Roumanie à partir de résidus agricoles. Donc là, on est sur du bioéthanol deuxième génération. Et l'année dernière, donc à l'issue du projet, Clarion a annoncé la fermeture de l'usine. Donc c'est-à-dire qu'elle a été construite, mais finalement, elle n'est plus exploitée par Clarion. Et cette usine, elle a été rachetée donc par un groupe d'investisseurs. Donc finalement, c'est un projet qui a abouti à la construction d'une usine, mais pas tout à fait dans l'objectif initial qui était l'exploitation de cette usine par le porteur de projet. Un autre projet qui est donc par Avancium sur la production donc, de polyéthylène furanoate, c'est une alternative au PET, une alternative biosourcée typiquement au plastique qu'on utilise pour faire les bouteilles. Et donc ça, c'est une usine qui a été inaugurée l'année dernière. Et là, on voit que c'est une usine qui commence à tourner. Donc la dernière actualité que j'ai mis, elle remonte à février, où il commence à stocker au vu de commencer la production. Donc ça, c'est une usine qui tourne. Les deux suivants, donc je les ai mis ensemble. Le premier, c'est Sweetwoods, donc sur de la bioraffinerie lignocellulosique sur des déchets de bois pour la production donc de lignine et de sucre deuxième génération. Et vous voyez que cet acteur Fibénol a obtenu un deuxième financement pour accoler une deuxième usine, cette fois-ci sur de la cellulose microcristalline. Donc, on parlait tout à l'heure d'écologie territoriale. Là, on voit qu'il y a deux usines qui se construisent au même endroit et on a vraiment cette symbiose entre les deux. Donc, le premier projet, l'usine a été inaugurée en 2024 et le second a été lancé en 2024. Donc là, difficile d'aller tirer des conclusions. Donc là, un projet de fermentation pour l'obtention de mycoprotéines qui tourne aux Pays-Bas. Le projet Farming, donc c'est un projet porté par l'entreprise Insect. On en a pas mal entendu parler ces derniers temps. La dernière actualité, elle remonte à avril sur le fait d'essayer de continuer son activité. Donc l'usine est construite, elle tourne. Par contre, l'entreprise rencontre des difficultés financières et est actuellement en recherche d'un repreneur.
le projet After Biochem, donc d'Afiren, qui vise à aller produire des acides organiques par fermentation à partir de pulpe de betterave. Et donc là, la dernière actualité relayée, elle date d'hier. Afiren lance la production en continu dans son usine en région Grand Est. Donc là, c'est une usine qui se lance et qui tourne. Je vais juste m'arrêter une petite seconde sur ce projet-là, donc nous on a accompagné chez B4C et qui, donc vous le voyez dans la présentation du schéma, illustre très bien cette circularité où on va partir de pulpe de betterave, donc il y a un coproduit de la production de sucre. Par fermentation, on va obtenir les différents acides organiques qui vont alimenter différents marchés. Et derrière, ce qui n'est pas valorisé, va retourner au sol. Donc vous avez cette petite flèche-là sous forme de fertilisant et ça rentre complètement dans cette valorisation en cascade et cette valorisation circulaire de la pulpe de betterave. J'attire votre attention aussi sur un deuxième point. Dans ces projets, donc c'est des projets collaboratifs, il y a le coordinateur qui va porter le procédé et l'usine, mais l'idée c'est qu'il puisse emmener dans ce projet toute la chaîne de valeur. Donc vous avez dedans Suducœur, qui est un sucrier qui va fournir la pulpe de betterave. Vous avez des acteurs qui vont utiliser les fertilisants. Donc dans le cadre de ce projet, c'est Terial. Vous avez Technip pour la partie ingénierie de l'usine. Vous avez Firmenich pour la partie utilisation d'acides organiques. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, dans ces projets, minimiser le risque en embarquant toute la chaîne de valeur impliquée dans le produit qui sera sur le marché demain. Donc Resolute, ça c'est un projet qui était donc en grand test sur la production d'un solvant, d'un nouveau solvant à partir de résidus de bois par un procédé thermochimique. Donc l'entreprise a déposé une demande de mise en faillite en 2024, donc c'est une usine qui ne sera pas construite. Un flagship donc sur la valorisation de déchets, déchets organiques municipaux et sewage sludge, donc c'est les bouts de stations d'épuration pour la production de PHA et de différents matériaux. Ça, c'est une usine qui tourne et qui est localisée en deux parties, donc une en Espagne, une en Italie. Le projet Scale, donc sur des microalgues, aussi en France, avec la production donc d'ingrédients à haute valeur ajoutée. Et là, c'est une usine qui tourne avec des nouveaux ingrédients qui sortent assez régulièrement. Le dernier que je vais commenter, c'est celui-ci, donc sur la production de résine à partir de lignine. Et donc, vous voyez, c'est un projet qui a été lancé en 2021 et la construction de l'usine n'a démarré qu'en début d'année. Donc, vous voyez le délai aussi qu'il peut y avoir parfois entre un projet qui obtient un financement et puis le lancement effectif de la construction de l'usine. Je vais pas m'attarder sur les autres parce qu'ils sont relativement récents, donc c'est un peu difficile d'aller tirer des conclusions. Je vais peut-être juste mentionner le dernier, qui est celui de Resicar, donc une filiale de Michelin, sur la production de 5-HMF par conversion chimique. Donc finalement, si je reprends un petit peu la chronologie de tous ces projets, donc sur une vingtaine de projets de première usine qui ont été financés, aujourd'hui il y a 8 usines qui sont en fonctionnement encore par le porteur du projet. Il y en a d'autres qui ont été construites, d'autres qui ont été arrêtées avant la construction. On va dire que c'est quand même un beau succès d'avoir ces 8 usines en cours et puis d'autres projets qui débutent aujourd'hui, donc pour lesquels il est difficile d'aller tirer des conclusions. Ensuite, si je prends un petit peu les différentes biomasses qui sont traitées dans ces projets, donc là, ce que vous avez, c'est finalement la liste de toutes les biomasses qui ont été mentionnées. On va retrouver beaucoup d'agri-food waste. On retrouve aussi des déchets donc de l'industrie forestière, donc ici en vert, et puis autres, on a donc CO2 pour la partie microalgues. On a un projet sur des macroalgues, et puis divers. La tendance, c'est quand même d'aller valoriser tout ce qui est waste et résidus, que ce soit de l'industrie forestière, de l'agriculture ou de l'industrie agroalimentaire. Il y a une forte attention de la part des acteurs qui vont aller sélectionner les projets sur la durabilité du gisement. C'est un critère très important dans ces appels à projets, c'est d'être sûr de s'assurer qu'on part sur un gisement qui est durable. Et puis on est bien sûr principalement sur des ressources végétales avec quelques exceptions type macroalgues ou microalgues. D'un point de vue procédé, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur les procédés mis en œuvre. Il y en a certains pour lesquels j'ai
pas forcément trouver l'info. On voit quand même une tendance sur l'émergence de procédés biotech et aussi beaucoup sur la valorisation en cascade, ce que je vous disais, on va aller tirer via un procédé une première fraction, un premier produit, et puis ensuite une valorisation en cascade pour aller maximiser l'usage. Et puis, si on se focalise un peu sur les produits, alors là, on a de tout, hein. Et ce qui ressort aussi, c'est les marchés qui peuvent être associés. On va retrouver des marchés de la chimie, des matériaux, de l'alimentation humaine et animale. Et souvent, les projets, dans les projets, on met des partenaires, donc utilisateurs finaux, qui vont être sur différents marchés pour essayer de minimiser le risque en se disant qu'en diversifiant les marchés, ben, on maximise la pénétration dans au moins l'un de ces marchés. Un autre petit point, donc vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de projets en France. Sur la vingtaine de projets, il y a eu 6 flagships financés en France, donc ça c'est une belle réussite pour nous. Et puis si on regarde un petit peu sur les projets de demain, donc je vous le mentionnais initialement, il y a différents types de projets en fonction de la maturité. Si on prend la maturité inférieure, donc avec les démonstrateurs, il y a énormément de projets de démonstrateurs qui sont financés soit en Espagne, soit dans le nord de l'Italie, ou alors sur tout ce qui est Belgique, Pays-Bas. Donc il faut peut-être s'attendre à ce que les premières usines qui arrivent à l'avenir soient plutôt dans ces zones géographiques. Donc finalement, si on fait le bilan de ce programme de financement de premières usines, bah, l'idée c'est vraiment d'aller dérisquer l'innovation jusqu'à l'industrie. Aujourd'hui, il y a 8 usines qui sont actuellement en fonctionnement. C'est des projets qui contribuent grandement à la compétitivité et à la souveraineté européenne et des projets qui assurent un haut niveau de performance environnementale. Juste un petit mot pour vous dire qu'il y a à ce jour une douzaine d'appels à projets CBE qui sont ouverts. Donc vous voyez les flagships, les démonstrateurs, les projets de recherche. C'est des appels à projets qui clôturent au mois de septembre. Donc si vous avez un intérêt pour l'un ou l'autre de ces sujets, faut pas hésiter à nous solliciter. Donc je vous mentionne ici ce que nous on peut faire dans le cadre de l'accompagnement de projet. On peut vous aider à identifier les leviers de financement, les différents partenaires. On propose une relecture sur vos dossiers et puis après un suivi. Donc on apporte de la visibilité au projet. Et pour les projets dont on est partenaire, donc c'est le cas des 6 flagships qui ont été financés en France, on est partenaire sur des missions de communication et dissémination ou d'autres missions. Juste un petit mot parce que je pense que c'est une information qui peut intéresser les participants. La semaine dernière, il y a un appel à projet qui est sorti, donc c'est l'appel à projet graines de l'ADEME, et dont un axe est sur la transformation et la valorisation éco-efficiente d'une biomasse, tout en évaluant les impacts sur des systèmes de production concernés. Le dépôt se fera en septembre, c'est des projets collaboratifs avec des enveloppes maximales de 300 000 euros. Donc là, c'est le moment d'aller monter ces projets et c'est aussi des projets dans lesquels des partenaires académiques peuvent très facilement s'intégrer. Euh, voilà, je voulais vous dire 2 mots sur les événements qu'on organise. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Ouais, ok. Donc chez B4C, on organise un certain nombre d'événements. Donc le prochain, ce sera les 24 heures du pôle, où on célébrera nos 20 ans et ce sera les 3 et 4 juillet à Beauvais. On organise des journées techniques. Donc la prochaine sera en septembre, le 30 septembre, sur la plateforme de Paumac-Bazancourt. Donc on sera accueilli au CEBB et on parlera de l'accélération de l'innovation et du scale-up en biotechnologie. La suivante, et on espère pouvoir être labellisé par la SFGP sur cette journée technique. Donc, on parlera d'innovation en termes de procédés pour la bioéconomie et l'environnement. Et on est en partenariat, donc on co-organise cette journée avec le réseau des Carnot, produits biosourcés pour la bioéconomie. Le 30 juin, donc on organise un webinaire sur les biotechnologies où on va essayer de voir un petit peu les dernières tendances d'innovation sur la partie fermentation. On a 4 intervenants de notre réseau pour ce webinaire. Et pour finir, on a annoncé donc notre conférence internationale Bioquête qui a lieu tous les ans sera donc accueillie à Fribourg en mars 2026. Et j'en ai fini pour ma présentation et je serais ravie de répondre à vos questions. Merci pour la présentation. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Donc, au niveau du chat, je vois pas de questions.
Oui, Nicolas. Moi, je vais commencer. Merci pour votre présentation, effectivement, très intéressante et on voit en fait des pistes de collaboration entre la SFGP et des associations comme les vôtres. Et de ce côté-là, est-ce que vous avez commencé déjà à imaginer ce que vous souhaiteriez du point de vue de notre association retirer comme bénéfice, comme collaboration? Comment vous imaginez déjà un peu ça? Parce que je pense qu'il faut effectivement qu'on avance ensemble avec un certain nombre de partenaires. On a vu aujourd'hui, et je remercie les organisateurs d'avoir présenté trois partenaires absolument essentiels sur ces questions-là. Et la question que je vais vous poser en tant que VP académique de la SFGP, c'est comment vous voyez un peu les interactions que l'on pourrait mettre en place et après sur quel calendrier, voilà, des choses comme ça. Ouais. Nous, ce dont on a besoin dans l'accompagnement de projet, je pense, c'est de pouvoir avoir une vision un peu prospective sur les procédés de demain. De savoir un petit peu, de pouvoir euh, aller accompagner sur du montage de projet, sur des procédés qui sont à la fois innovants, qui vont être en faveur de l'environnement et qui vont pardon, être aussi comment dire, cost effectifs, enfin qui vont être comment dire rentables. Donc avoir une vision sur les procédés de ce qui se fait actuellement, de ce qui se développe et de ce qui pourra faire l'objet de demain peut-être d'usines ou pas, mais voilà des procédés d'avenir, ça c'est des choses qui nous intéressent et d'avoir vraiment le regard d'experts techniques sur ces procédés, disant aujourd'hui au laboratoire ça fonctionne de cette manière-là et donc si on extrapole à l'échelle démonstrateur, à l'échelle d'une usine, c'est un procédé qui est particulièrement prometteur. C'est vraiment ce regard d'expert dont on a besoin pour aller conseiller, nous, les acteurs qu'on accompagne dans les projets. Donc, on est société savante, mais on a aussi beaucoup d'experts industriels, hein, et notamment Oui, bien dans ce sûr, groupe, hein, dans ce nouveau GT. bien sûr. Bien, merci. Une dernière question, donc elle émane de Pascal Gillon. Donc, avez-vous des actions dans les territoires outre-mer? Alors, on a des adhérents qui sont dans des territoires d'outre-mer avec lesquels on échange régulièrement. Euh, Aujourd'hui, pas de projet concret accompagné dans ces territoires-là. Je crois que, alors, c'est pas une action qui nous est propre, mais ce que je vous ai présenté sur les flagships, il y a l'équivalent qui est géré par BPI France, donc sur l'appel à projet première usine, et sur la dernière relève, il y a une usine qui est financée en Martinique sur la production d'extraits végétaux. Donc ça, c'est typiquement une action, alors qui n'est pas de notre pôle, mais qui est en faveur du développement de la bioéconomie dans un territoire d'outre-mer. Très bien. Ben, merci encore une fois, Audrey, pour la présentation. Merci à tous les intervenants de ce premier GT. Et donc là, je pense qu'on est dans les temps. Je laisse la parole à Patrick pour la conclusion. Merci Nabil. Merci comme Nabil vient de le dire et Nicolas aussi. Merci à tous les intervenants d'avoir pris le temps d'échanger ce matin dans ce webinaire. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de ce webinaire, hein, parce qu'il n'y a pas uniquement que Nabil et moi-même qui avons mis en place ce webinaire. Il y a plein de personnes derrière, hein, qui appartiennent au groupe de travail, qui se reconnaîtront puisqu'ils sont parmi les auditeurs de ce matin. Donc c'est vraiment un groupe de travail. Bon, il faut toujours des animateurs, mais derrière, tout le monde participe activement. Donc, comme l'a dit Nabil en introduction, ce groupe de travail est ouvert, hein. On est prêt à vous accueillir. Si vous avez trouvé un intérêt, si vous avez un intérêt en économie circulaire, en ingénierie circulaire, le groupe est totalement ouvert. Vous pouvez venir juste écouter, voilà, juste ou contribuer, voilà, contribuer ou juste regarder des choses, donner vos idées. On organise régulièrement des séances de travail. Euh, pour l'avenir, on a d'autres projets, notamment un prochain webinaire que vous voyez ici apparaître à l'écran. On a toute une série de webinaires qui vont s'enchaîner.
Donc aujourd'hui, on a qualifié celui d'aujourd'hui comme étant le webinaire de lancement de ce groupe de travail IPEC-Val. Il y a un prochain webinaire que vous pouvez déjà bloquer dans vos agendas qui aura lieu le 10 octobre, un vendredi en matinée, donc soit sur le créneau 12h30 ou 9h30, 12h, voilà, ou dans ce webinaire, vous voyez ici, je vais faire défiler, excusez-moi, c'est pas une diapo. On aura différents pôles qui vont venir aussi présenter des activités ou des entités. On aura donc Valorial, Eura Materials, Ecopal, Polymeris et Team 2. Voilà. Vous aurez l'information, Martine, que je remercie aussi pour tout l'aspect logistique, diffusion, communication, ne manquera pas de vous faire un save vedette pour ce webinaire du 10 octobre. Et sachez déjà qu'il y a un prochain webinaire qui est en train de s'organiser pour le 5 décembre prochain. Voilà. Vous allez nous dire, ça fait beaucoup de webinaires. Oui. On envisage aussi de faire un événement en présentiel ou de participer dès qu'on nous en donne la possibilité. Audrey vient de parler des journées Carnot en novembre. Peut-être qu'on aura une petite plage horaire, un petit créneau pour venir présenter le groupe de travail. En tout cas, c'est ce qui va se passer, je me permets, dans le cadre du congrès ici du siècle 2025, donc porté par l'EFREC, qui sera d'ailleurs l'un des participants de notre webinaire de décembre, et organisé par nos collègues de l'Université de Picardie Jules Verne, dont nous avons, je crois, en auditeur actuellement Élodie Choc, qui est la co-organisatrice de ce congrès. Je peux vous informer que, par exemple, lors de ce congrès, bon, il est un peu tard pour présenter des abstracts, d'accord, mais pour vous inscrire, je pense que c'est toujours ouvert. Vous aurez l'occasion de retrouver notre groupe de travail qui aura une petite plage horaire pour se présenter. Pour Dans présenter dans les questions-réponses, Élodie a mis le lien vers les inscriptions au congrès et on pourra au besoin le diffuser. Voilà, donc il n'y a pas de souci, voilà. Donc tout ceci, je vais arrêter le partage. Tout ceci, encore une fois, pour vous remercier toutes et tous, que vous soyez intervenants, intervenantes ou auditeurs, auditrices, on va dire. Voilà. Le groupe de travail, à première vue, il a l'air sur une bonne trajectoire. Voilà. On espère qu'on ne va pas être au bout du tremplin où on va chuter, non, et on va continuer à progresser de façon exponentielle, peut-être pas trop exponentielle, et qu'on compte sur votre présence au prochain webinaire, voilà, ou au prochain événement en présentiel que l'on organisera et qu'on ne manquera pas de vous informer. Et si vous avez la possibilité, je me permets, ça se fait rarement, mais de nous inviter à vous présenter ce webinaire dans une séance de travail ou un groupe de travail ou un petit congrès, eh ben, sachez qu'on est totalement ouvert et que les deux animateurs sont ouverts, mais aussi les membres actifs de ce groupe de travail sont totalement ouverts pour venir représenter ce groupe de travail. Voilà. Je crois que je vais laisser quand même la parole de conclusion au vice-président académique de la Société française du génie des procédés, Nicolas, pour conclure. Merci, c'est très gentil. Je vais aller vite. Effectivement, on soutient très fortement votre activité. On est très heureux de cette activité, la création de ce nouveau GT. Et bien sûr, on soutient aussi le développement avec les partenaires. Donc, Audrey, soyez rassurés pour vos journées. On travaillera ensemble et on aura sûrement une petite fenêtre pour parler de notre nouveau GT. Très bien, merci. Voilà. Et donc là-dessus, n'hésitez pas aussi pour tous ceux qui découvrent un peu la CFGT, on envoie dans la liste on voit aussi des nouveaux noms, hein, de venir voir sur le site, d'adhérer à la SFGP, de pouvoir participer à toutes les actions, tout se fait en ligne et il y a un vrai dynamisme dans cette association, donc n'hésitez pas. Merci Nicolas, on se croise souvent aussi dans la région, mais là sur un point un peu plus national. Donc voilà, donc à très bientôt et on vous diffusera aussi par intermédiaire de la newsletter de la SFGP, par d'informations, les autres webinaires que l'on organise qui sont assez nombreux en ce moment. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt donc et puis on finit dans les temps, c'est parfait, l'organisation est parfaite, félicitations encore, merci.
Merci à tous. Au revoir. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Merci, au revoir.